je m'appelle Lucas Brady, j'ai 36 ans et je vis à Dallas, une ville où l'horizon s'étend à perte de vue, donnant l'impression que les routes mènent droit à l'infini. Ici, les rues tentaculaires scintillent sous les rayons du soleil du sud, emplissant l'espace entre les imposants immeubles de bureaux et les quartiers résidentiels paisibles. L'air est embaumé par l'odeur de viande fumée qui grille lentement dans les gargotes de bord de route, où cow-boys, employés de bureaux et touristes se rassemblent, silencieux et admiratifs, devant des steaks et des travers de porc parfaitement grillés. Ici, les bottes de cow-boys, bien plus qu'un simple clin d'œil à la tradition, font partie intégrante du paysage local. Jeunes et moins jeunes les portent sans crainte, sans craindre ni la chaleur ni les longues marches sur l'asphalte brûlant. Je n'ai jamais recherché la gloire ni l'aventure, ma vie m'a-t-il toujours semblé, a toujours été ordonnée et stable, construite brique par brique. J'ai une femme, Ashley, avec qui je partage ma vie depuis si longtemps que nos habitudes et nos points de vue s'entremêlent comme les racines d'un vieux chêne. Ensemble, nous possédons une petite maison pleine de charme dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Ici, les clôtures blanches côtoient des parterres de fleurs impeccablement entretenus, et le soir, on entend le son d'une guitare gratter sur le porche ou le bruit lointain d'une balle rebondissant sur le trottoir. Les enfants s'attardent jusqu'au coucher du soleil, refusant de rentrer à la maison. Nos voisins sont des gens sur lesquels on peut compter. Ils vous prêteront une tondeuse si la vôtre tombe en panne, ou vous offriront une bouteille de bon bourbon si la journée a été particulièrement difficile. Ici, nul besoin de faire semblant ni de se couper du monde. Dallas nous apprend que l'amitié et la simple gentillesse humaine valent plus que tout. C'est dans ce rythme régulier, au milieu de rues familières et de soucis habituels, que je vis, convaincu que tout dans ma vie est solide, aussi immuable qu'un vieux chêne du Texas résistant aux rafales de vent. Mon activité consiste à installer des systèmes domotiques, des technologies qui simplifient la vie, la rendent plus confortable et pour beaucoup même un peu magique. Ce n'est pas le métier le plus glamour, je ne sauve pas de vie ni ne crée d'œuvres d'art, mais je rends les maisons plus sûres, plus fonctionnelles et plus modernes. Ce secteur est en pleine expansion, la demande augmentant chaque année. Les gens veulent que leur maison soit à leur service, les lumières s'allument automatiquement dès qu'on franchit le seuil, la température s'ajuste aux préférences de chacun dans chaque pièce et le réfrigérateur rappelle quand il est temps d'acheter du lait. Certains recherchent un confort maximal, d'autres privilégient la sécurité, tandis que d'autres encore veulent simplement impressionner leurs amis avec les fonctionnalités futuristes de leur logement. Parfois, en installant un nouveau système, j'ai l'impression d'être un ingénieur du futur. Après tout, pour beaucoup de clients, leur nouvelle maison connectée semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Des technologies autrefois réservées aux films d'anticipation font soudainement partie de leur quotidien. Les solutions modernes permettent de contrôler la maison via l'écran de son téléphone, par commande vocale ou même par geste. Les caméras intelligentes peuvent non seulement enregistrer des vidéos, mais aussi analyser les visages, distinguant les occupants des intrus. Les serrures intelligentes à empreinte digitale s'ouvrent automatiquement, tandis que le système d'éclairage mémorise les habitudes des résidents, créant une ambiance chaleureuse sans tracas. Bien sûr, il y a des demandes insolites. L'une des plus mémorables que j'ai eu à réaliser concernait un réfrigérateur. Quoi de plus extraordinaire que d'installer la commande vocale sur un appareil électroménager du quotidien? Mais le client, un homme d'une quarantaine d'années à l'air constamment fatigué mais au sourire chaleureux, m'a clairement fait comprendre que la tâche qui m'attendait était tout sauf ordinaire. Il me l'a expliqué en quelques mots, je suis au régime. La journée tout va bien, mais la nuit, mon démon intérieur me transforme en zombie dévorant de la glace. Il parlait sérieusement, mais une pointe de désespoir transparaissait dans sa voix. Apparemment, il luttait depuis longtemps contre ses envies nocturnes de grignoter, et, ayant renoncé à y mettre fin par la seule force de sa volonté, il avait décidé de s'en remettre à la technologie. Ma tâche consistait à garantir que le réfrigérateur reste verrouillé après 22 heures. Nous avons donc configuré le système pour qu'il réponde aux commandes vocales du propriétaire. S'il tentait d'accéder à la nourriture à une heure indue, le réfrigérateur refusait non seulement de s'ouvrir, mais se mettait également à le réprimander d'une voix mécanique empreinte de reproche. « Non, non, mon ami, on était d'accord. Va te coucher, ne mange pas de glace, le plus drôle est arrivé plus tard. 2 semaines plus tard, il m'a envoyé un message, tu as créé un monstre, maintenant, je ne peux plus attraper le fromage à 3 heures du matin. » Honnêtement, j'ai même songé à lui demander s'il avait essayé de se disputer avec le réfrigérateur ou de le tromper, mais j'ai préféré ne pas traumatiser cet homme avec des questions inutiles. Un autre cas était tout aussi amusant.
Un client, un jeune homme énergique dont l'excitation se lisait dans ses yeux, voulait que sa maison diffuse une musique romantique et que la cave à vin s'ouvre à l'entrée. « Écoute, Lucas, il me faut un effet. Comme dans un film, tu rentres avec une femme, et là, boum, la musique se lance, les lumières s'atténuent, une bonne bouteille de vin apparaît dans le placard. » Nous avons mis cela en place assez rapidement. Le système reconnaissait les voix féminines, scannait le visage de la personne qui entrait, et si c'était une femme, il lançait automatiquement du jazz ou de la musique classique douce et ouvrait la cave à vin. Tout fonctionnait parfaitement pendant un temps. Au bout de 2 semaines, il m'a appelé, un mélange d'horreur et de rire contenu dans la voix. « Lucas, ce truc a failli tuer ma tante. » Il s'est avéré que le système avait dysfonctionné et ne faisait plus la différence entre une visite romantique et une visite familiale. Résultat, lorsque sa tante entra dans la maison, la voix suave de Frank Sinatra emplit la pièce de façon inattendue, les lumières du rôle d'entrée s'atténuèrent et le meuble à vin apparut comme par magie droit sur elle. Elle évita de justesse de recevoir une bouteille de Chianti en pleine figure, et la femme, à en juger par son expression, était visiblement mécontente. Le client dut s'excuser longuement et la rassurer, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une technologie diabolique concoctée spécialement contre elle. Mais la demande la plus singulière de toute ma carrière fut sans doute celle d'un couple de personnes âgées qui souhaitaient installer une commande vocale dans la salle de bain. À ce moment-là, je pensais avoir tout vu, mais en entendant cette requête, je ne pus m'empêcher de demander « pourquoi ?» L'homme énergique aux cheveux gris, au visage étonnamment sérieux, me regarda et répondit calmement, sans la moindre trace d'humour. « Du coup, ça me rappelle que je suis déjà parti. À mon âge, ça devient problématique. J'ai décidé de ne pas poser plus de questions et j'ai simplement obtempéré. » Finalement, les toilettes ont été équipées d'un système de rappels vocaux qui signale poliment aux propriétaires ses dernières visites. J'étais curieuse de savoir si c'était vraiment efficace, mais je n'ai jamais osé le lui demander. Certaines commandes restent gravées dans la mémoire, et celle-ci en fait partie. Ashley est une véritable tornade dans le monde du marketing. Elle est sûre d'elle, déterminée et semble toujours avoir une longueur d'avance. Si elle vendait de la glace aux Inuits, il n'en resterait plus un seul glaçon pour eux, mais ils auraient un réfrigérateur haut de gamme et un abonnement pour en recevoir davantage. Elle apprécie le style, les réceptions élégantes et maîtrise tout, comme si sa vie était une campagne publicitaire savamment orchestrée. Quand Ashley est en colère, ses yeux clignotent comme des gyrophares et ses sourcils se lèvent à peine, trahissant une patience à bout. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans dans un bar bruyant, l'air embaumé d'alcool fort et de grillades, les rires mêlés aux voix. Je voulais juste commander une bière, sans plus, mais je me suis retrouvée malgré moi au cœur d'une petite scène. Devant moi, se tenait une femme qui aurait pu être une star de cinéma, si ce n'est son regard à la fois si terre-à-terre et si glacial, fixé sur l'homme qui tournait autour d'elle comme une mouche agaçante. Il faisait partie de ceux qui ne comprennent pas le refus et qui pensent que la persévérance est synonyme de charme. « Écoute, ma belle, échangeons nos numéros », dit-il en l'attirant à lui, légèrement penché vers elle. Il y avait dans sa voix trop d'assurance et trop peu de chances de succès. Ashley ne broncha pas. Elle l'observa d'un œil amusé, presque imperceptiblement un intérêt professionnel, comme si elle regardait une affiche publicitaire mal conçue. « Quelle bonne idée !» finit-elle par dire d'une voix calme, mais déjà prête à frapper l'homme, sauf le nôtre. « Laisse-moi te donner le numéro d'un bon psychothérapeute. » Un silence s'installa. Le bar continuait de s'animer autour de nous. Quelqu'un commandait des cocktails, quelqu'un d'autre discutait des résultats du match de foot, mais pour cet homme, le monde se réduisait à un simple coup porté à son ego. Il s'affaissa, visiblement désemparé, ne sachant comment réagir, protester ou tenter une plaisanterie, mais l'occasion était trop belle, je n'ai pas pu m'en empêcher, elle l'a éconduit avec une telle aisance. Elle haussa un sourcil et avant même que je puisse réfléchir dit « Si tu veux, je peux te dire que je suis ton mari jaloux. » Ashley se tourna vers moi. Dans ses yeux pétillait d'intérêt vif, scrutateur, comme si elle passait mentalement en revue tous les scénarios possibles. « Oh, enfin, si ce n'est que pour une nuit, répondit-elle d'un ton léger, tu sauras te débrouiller après. » Et c'est ainsi que, dans un échange rapide de répliques spirituelles et un plaisir partagé devant ces scènes bien jouées, notre conversation commença. J'ai commandé une bière, elle a demandé quelque chose de plus fort, et nous avons commencé à discuter. De publicités de type bizarre dans les bars de nos villes respectives, comme si nous ne nous étions jamais croisés auparavant. La conversation était fluide, comme si nous nous connaissions depuis toujours. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Ashley savait toujours ce qu'elle voulait.
C'était l'un de ces traits de caractère qui, au premier abord, paraissait impressionnant, puis un peu intimidant. Elle ne rêvait pas de château en Espagne ni de rêverie, ses rêves étaient clairs, précis et réalistes. Elle voulait une maison élégante avec des baies vitrées, où chaque objet de décoration serait soigneusement choisi pour s'harmoniser avec l'esthétique générale. Elle voulait une voiture qui ne se contente pas de la conduire d'un point à un point B, mais qui reflète son statut et son bon goût. Elle voulait dîner dans des restaurants où les noms des plats sonnaient comme des incantations et où les serveurs décrivaient la présentation comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. J'étais plus simple. Mes rêves étaient faits de stabilité, de confort douillet, et de ce samedi où l'on n'avait pas besoin de se presser, où l'on pouvait s'affaler sur un canapé confortable avec une bière fraîche et se plonger dans le football sans se soucier de sa tenue ni de l'endroit où aller. Et nous voilà deux personnes aux visions si différentes à avoir trouvé un compromis. Nous vivions dans une maison élégante et chaleureuse, point de stérilité ascétique que je redoutais dans les magazines de décoration, mais point non plus de chaos qui aurait horrifié Ashley. Nous conduisions des voitures de luxe, mais à mon grand soulagement, l'une d'elles était mon fidèle SUV et non pas sa berline élégante. Et oui, nous allions dans des restaurants branchés, mais il y avait toujours un canapé et une immense télévision dans notre intérieur, qu'Ashley avait accepté d'installer, non sans de longues négociations. Notre mariage semblait solide. Nous nous disputions rarement. S'il y avait des désaccords, ils étaient si insignifiants qu'ils en devenaient presque drôles. Qui avait laissé un pot de glace vide au congélateur, donnant à l'autre de faux espoirs? Qui avait oublié d'acheter du lait, alors qu'on le lui avait demandé? À qui le tour de promener Raymond, notre chien, qui nous regardait toujours comme si nous discutions du sort de l'univers? Notre vie était trépidante. Des fêtes bruyantes et extravagantes, où Ashley brillait de mille feux, et où je me contentais souvent d'observer, écoutant les conversations des autres et savourant mon cocktail. Des voyages où l'on changeait de paysage aussi vite que de playlist dans sa voiture. Des amis, toujours prêts à se retrouver, un anniversaire, une promotion, ou tout simplement le vendredi qu'il était impensable de ne pas fêter. Nous formions un couple idéal, on parlait de nous. Nos photos sur les réseaux sociaux respiraient le bonheur, nous bronzant sur la plage, nous élégants à un dîner de charité, nous riant un verre à la main. Oui, de l'extérieur, tout semblait parfait. Tous les vendredis, je retrouvais mes amis. C'était notre tradition immuable, un vieux rituel éprouvé par les années. La semaine pouvait être chargée, les plans pouvaient tomber à l'eau, mais les vendredis soirs restaient immuables. C'était un havre de stabilité rare où je pouvais être moi-même, sans me soucier du choix du vin pour le dîner, ni de l'impression que nous faisions sur les autres. Ici, pas de précipitation, pas d'attente démesurée, juste de la bière, des conversations et le sentiment d'être entre nous. Un de mes amis, Nick, un ancien militaire que je connais depuis l'école, était toujours celui sur qui on pouvait compter. Dans notre jeunesse, quand nous n'avions pas assez d'argent pour un taxi après une soirée, Nick trouvait toujours une solution, soit il persuadait des inconnus de nous prendre en stop, soit il convainquait le barman de nous laisser un verre à crédit. Dans l'armée, il avait acquis une détermination encore plus grande, et son calme semblait désormais presque terrifiant. C'était le genre de personne qui ne perdait pas son sang-froid, même dans les situations les plus tendues. Il ne posait pas de questions s'il savait que vous aviez vraiment besoin d'aide. Il a simplement demandé, ou creusé et faut-il une pelle, dans sa bouche, la question semblait on ne peut plus littérale. Je suis presque sûre que si j'avais vraiment eu besoin d'une pelle et disons, pour des raisons qu'il vaut mieux taire, Nick me l'aurait apportée sans poser de questions. Nous étions différents, j'essayais toujours de voir le bon côté des gens. Je faisais facilement confiance, parfois même trop, je croyais les paroles sincères. Nick, lui, voyait le monde autrement, il n'était pas cynique, mais il ne se faisait pas d'illusions. Il savait que les gens ne disent pas toujours la vérité, que les sourires dissimulant souvent des intentions qu'il vaut mieux ignorer. « Tu es trop naïve », m'a-t-il répété plusieurs fois, en fronçant légèrement les sourcils et en prenant une autre gorgée de bière. « Mais au moins, j'ai moins de raisons d'être paranoïaque », ai-je répondu en riant. Le travail a toujours occupé une place importante dans notre vie. Ce n'était pas seulement un moyen de gagner de l'argent, il rythmait nos journées, les remplissait et dictait nos projets. Si l'on pouvait me qualifier de bourreau de travail par nécessité, Ashley, elle, l'était par conviction. Je travaillais pour vivre tandis qu'elle vivait pour travailler. Son ambition était démesurée, presque impitoyable. Ashley ne se contentait jamais de moins. Elle ne se contentait pas d'accomplir ses tâches, elle se frayait un chemin, laissant sur place ce qui n'était ni assez rapide ni assez décidé. Chacun de ses mouvements était calculé, chaque pas mesuré. Elle pouvait facilement cerner les gens, anticiper leurs intentions et utiliser leur force à son avantage.
c'était un art et elle le maîtrisait à la perfection. D'année en année, son influence au sein de l'agence grandissait. Ses collègues la respectaient ou peut-être la craignaient-ils, les clients l'adoraient, la direction l'appréciait, le succès semblait lui venir naturellement. Elle pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et capter instantanément l'attention, sa voix était posée assurée, aucune de ses phrases ne paraissait fortuite. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer que le travail envahissait non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Même chez elle, ses pensées vagabondaient entre stratégie, négociations, campagnes marketing et nouvelles opportunités. Nous étions au restaurant, et je voyais son regard se perdre parfois ailleurs. Elle ne se contentait pas de rêvasser, elle passait en revue les contrats à venir, les analysait, les planifiait. Tu ne peux pas imaginer le chaos qui régnait au bureau aujourd'hui, dit Ashley en dînant, sans presque toucher à son assiette. Le client a décidé de changer toute la stratégie à la dernière minute. Comme si on avait tout notre temps. Elle prit une gorgée de vin, tapota légèrement le bord de son assiette avec sa fourchette et poursuivit. Heureusement, Owen a pris en charge une partie du travail, sinon nous aurions certainement raté les délais. Owen Carter est son collègue, un cadre supérieur qui travaille à l'agence depuis quelques années. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais suffisamment entendu parler de lui. Doté d'un instinct marketing impeccable, il était l'un des piliers de l'équipe d'Ashley. Il semblait bien s'entendre et à en juger par la fréquence à laquelle elle mentionnait son nom, il était son principal partenaire de travail. Tu as réussi à te défiler, ai-je demandé, surtout pour maintenir la conversation. Dans ces moments-là, j'avais l'impression qu'Ashley ne s'adressait pas à moi, mais qu'elle exprimait simplement ses pensées à voix haute. Pour l'instant, oui. Mais ça ne change rien au fait qu'une semaine infernale nous attend. Owen avait ses propres projets, j'avais les miens, et il y avait aussi ce client qui changeait tous les 2 jours. Parfois, j'avais l'impression qu'il prenait plaisir à nous épuiser. J'acquiesçais, comprenant ce qu'elle voulait dire. J'étais moi aussi débordée. Un nouveau projet, l'installation d'un système domotique complet pour une chaîne de manoirs occupait presque tout mon temps. La charge de travail était importante, mais pas stressante. J'adorais mon travail, même s'il impliquait parfois de gérer des demandes clients assez étranges. Au fait, comment vas-tu? Ashley finit par me regarder. Comme d'habitude, beaucoup de travail, mais des tâches intéressantes. Je suis en train de terminer l'installation d'un système pour un client à l'humour particulièrement décalé. Il veut que l'assistant vocal agisse comme s'il faisait du stand-up depuis toujours. Ashley sourit. Donc, vous êtes en train de créer une intelligence artificielle dotée de sarcasme? J'espère qu'elle n'apprendra pas à répondre de manière impolie. Non, bien sûr que non. Par contre, si le client change d'avis, je pourrais ajouter quelques réponses du genre « Vous êtes sûr de vouloir allumer la lumière? Vous devriez peut-être aller dormir ?» J'ai souri en retour. Ça aurait marché sur moi, Harry Ashley. Parfois, j'ai l'impression d'avoir besoin qu'on me rappelle qu'il est temps d'arrêter de travailler et de me détendre. Elle marqua une pause, fit tourner son verre entre ses mains et ajouta « À vrai dire, je n'ai même plus le temps de me détendre ces temps-ci. Un gros projet se profile à l'horizon, Owen a proposé des innovations, et maintenant je dois le faire approuver par la direction. Si ça fonctionne, ce sera un grand pas en avant pour l'agence. Nous avons continué à dîner, à parler de projets, de connaissances, des week-ends à venir. De petits détails ont commencé à révéler des changements dans nos vies. Tout semblait familier, mais il y avait comme une tension palpable, une inquiétude diffuse et imperceptible, impossible à ignorer. C'était comme si la pièce se refroidissait, même si j'étais certain que personne n'avait touché au thermostat. Ce n'étaient pas des changements radicaux, plutôt lents, subtils, mais d'autant plus inquiétants. Ashley a commencé à rester de plus en plus longtemps au travail. Au début, c'était des soirées tardives occasionnelles où elle arrivait fatiguée, jetait son manteau sur le dossier de sachet et fixait le mur d'un air absent. Puis ces retards sont devenus une habitude. Les dîners du vendredi, qui étaient notre tradition, ont commencé à être remplacés par des réunions avec les collègues. Cela ne me dérangeait pas, le travail, c'est le travail. J'ai moi-même connu des situations où l'épuisement m'avait privé de mes dernières forces et où je ne rêvais que d'une chose, m'endormir et tout oublier. Au début, elle essayait de compenser son absence, parlait de son travail, tentait de maintenir notre rythme habituel, mais son détachement s'est finalement installé dans notre quotidien. Au début, je l'expliquais par sa charge de travail. Jour après jour, je remarquais de nouveaux détails. Elle était rarement à la maison en journée. Les week-ends, autrefois nos moments partagés, semblaient désormais se dérouler dans des mondes parallèles. Je pouvais passer une journée entière à travailler sur mes projets dans mon atelier, pour la retrouver assise devant son ordinateur portable, m'ignorant presque complètement quand j'entrais dans le salon.
Elle avait le téléphone constamment à la main, et alors qu'avant nous laissions traîner nos appareils n'importe où, il était maintenant toujours à côté d'elle. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Elle s'était construite une carapace. Le soir, elle se couchait avant moi, se détournant quand j'essayais de l'enlacer, murmurant qu'elle était trop fatiguée. Je savais que le travail pouvait épuiser, pour l'avoir moi-même constaté, mais quelque chose me troublait encore. Un soir, j'ai décidé de lui préparer une surprise, un dîner, son vin préféré, des bougies justes pour nous rappeler à toutes les deux que nous n'étions pas seulement partenaires, mais aussi deux personnes aimantes et attentionnées. Elle rentra tard, l'air épuisé et distrait. En voyant la table mise, un léger sourire effleura son visage. « Tu as préparé le dîner. » Sa voix était douce, presque apologétique. Je voulais passer la soirée ensemble, juste se détendre, ai-je répondu en versant du vin dans les verres. Elle s'est assise à table, mais mangeait lentement, visiblement sans faim. Son esprit semblait ailleurs. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, essayant de maintenir la conversation. Elle m'a regardé par-dessus son verre, en fronçant légèrement les sourcils. Long, j'ai l'impression de ne pas avoir quitté la salle de conférence de toute la journée. J'ai hoché la tête en prenant une gorgée de vin. J'ai réessayé. « Tu prendrais peut-être un jour de congé, passons-le ensemble, oublions le travail au moins une journée. » Ashley esquissa un sourire là, mais l'incertitude brillait dans ses yeux. « J'aimerais bien, mais pas encore. Il faut boucler le projet. » Elle termina rapidement son dîner, me remercia et prétextant la fatigue alla se coucher. Je restai assise à table, les yeux rivés sur mon verre de vin à moitié vide. Dehors, le vent murmurait doucement, tandis qu'à l'intérieur régnait un silence pesant. Je savais qu'il y avait des périodes dans son travail où tout accaparait son attention, et je voulais croire que ce n'était qu'une phase passagère. Mais la petite voix anxieuse en moi se faisait de plus en plus insistante, impossible à faire taire. Je m'accordais rarement de vrais week-ends. Même en l'absence de projets urgents, il y avait toujours quelque chose à faire, des appels clients, des mises à jour de logiciels, la planification de nouvelles commandes. Pourtant, cette fois-ci, j'avais décidé de m'accorder une journée de congé, libre de toute obligation, et de la consacrer à ce dont j'avais toujours rêvé, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. La matinée commença tranquillement. Je me réveillai plus tard que d'habitude, alors que le soleil inondait déjà la pièce de lumière. En m'étirant, je regardai le côté vide du lit. Ashley était partie plus tôt. Ce n'était pas une surprise, mais auparavant, le petit déjeuner du samedi matin était notre rituel. Désormais, ces absences matinales étaient devenues une habitude. J'ai fait défiler mon téléphone distraitement, consulté les actualités, flâné un moment sur les réseaux sociaux, puis je suis allé prendre une douche. Une tasse de café fraîchement moulu, des toasts à l'avocat et quelques minutes à la fenêtre à regarder la rue, c'était agréable. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. En sirotant mon café, mon regard s'est posé sur la liste des tâches que j'avais sans cesse repoussées, réparer la porte de garage qui grinçait, remplacer l'ampoule grillée du Porsche, ranger le bazar sous l'escalier. Cela semblait insignifiant, mais la liste s'était accumulée. Décidé à ne plus tarder, j'ai pris mes outils et je me suis mis au travail. Le temps a filé. À midi, j'éprouvais une agréable fatigue due à l'effort physique. J'y prenais même du plaisir, faire le ménage, bricoler, penser moins au travail. Mon humeur s'est améliorée et j'ai décidé de poursuivre la journée sur une note positive. Je suis donc allée à la salle de sport. Je n'ai jamais été un grand sportif, mais un footing et quelques séances d'haltères m'ont bien remis en forme. Dans les vestiaires, j'ai croisé Nick, mon ami de longue date, qui semblait lui aussi avoir opté pour une journée active. « Tu fais une pause dans ton travail brillant ?» demanda-t-il en riant et en me tapotant l'épaule. « Parfois, c'est nécessaire, répondis-je en souriant. Pourquoi ne pas prendre une journée de congé et ne pas penser aux clients ni aux commandes, proposa-t-il une autre distraction. Que dirais-tu d'un bar ce soir, quelques bières et une petite conversation? J'hésitais. D'un côté, l'idée semblait séduisante, de l'autre, Ashley travaillerait probablement tard et rentrerait épuisée. Cependant, si elle ne comptait pas passer la soirée avec moi, pourquoi ne pas m'accorder un peu de détente? Bonne idée, acquiesçai-je. Note l'heure et le lieu. Après la salle de sport, je suis allée au magasin, j'ai fait quelques courses et je suis rentrée chez moi. En chemin, j'ai décidé de passer une soirée tranquille, regarder un film, préparer le dîner. Parfois, la solitude peut même être bénéfique. À mon retour, la nuit commençait à tomber. J'ai rangé mes achats, allumé une lumière tamisée et me suis assise pour vérifier le système de sécurité, quand j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. La caméra à l'entrée s'éteignait par intermittence, laissant des trous mystérieux dans l'enregistrement.
Un simple dysfonctionnement, peut-être, mais quelque chose en moi s'accrochait à ce détail. Il faudrait que je trouve une solution dans les prochains jours. Les visites chez les parents d'Ashley étaient comme un rituel incontournable. Sa famille vivait dans une maison confortable à quelques heures de chez nous, et tous les 2 ou 3 mois, nous y passions le week-end. Sa mère, Barbara, était l'incarnation même de l'hospitalité du Sud, attentionnée, un brin envahissante, mais toujours avec un sourire chaleureux et des tartes maison à profusion. Son père, Gerald, était un homme aux habitudes bien ancrées, qui adorait s'asseoir sur la véranda avec une tasse de café et raconter des anecdotes de sa jeunesse. D'habitude, je prenais ses voyages sans trop de difficultés. Il n'avait rien d'exceptionnel ni de stressant, mais il permettait d'échapper au bruit de la ville, de prendre des nouvelles de la famille et de respirer un peu d'air frais. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose clochait. Ashley se comportait bizarrement. D'habitude, elle aidait sa mère avec enthousiasme en cuisine, discutait du travail avec son père, et le soir, nous nous réunissions tous autour d'une grande table en bois pour échanger les dernières nouvelles. Mais cette fois-ci, elle disparaissait sans cesse. On aurait dit qu'elle était présente physiquement, mais pas mentalement. Son téléphone ne la quittait pas, et à chaque sonnerie ou vibration, elle se levait d'un bond et s'éloignait pour répondre d'une voix basse et tendue. Le travail, me lança tel un jour quand nos regards se croisèrent. J'acquiesçai, bien sûr, le travail. Dans son domaine, il y avait toujours une urgence, toujours quelqu'un qui réclamait son attention. Mais pourquoi ces choses ne la distrayaient-elles pas auparavant? Pourquoi le moindre message la faisait-il maintenant disparaître pendant 10, 15 minutes? La première journée se déroula comme d'habitude. Barbara prépara le dîner, m'entraînant dans une conversation sur de nouvelles recettes, tandis que Gerald me proposa son aide pour réparer une vieille clôture dans le jardin. Nous travaillions ensemble sur les planches, riant de la façon dont les choses étaient censées durer éternellement, mais que même les meilleurs matériaux ne les protégeaient pas du temps. « Comment vas-tu, Lucas » demanda Gerald, appuyé contre la clôture et s'essuyant les mains. « Tout va bien, le travail comme d'habitude. Parfois un peu trop, répondis-je en me frottant les épaules. Mais n'est-ce pas mieux que si elle n'était pas là, approuva-t-il d'un signe de tête. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de bien. Tu tiens à Ashley, et c'est important. Le soir, Barbara nous apporta le thé, tandis qu'Ashley sortait dans le jardin, son téléphone à la main. Sa silhouette se détachait nettement sous les projecteurs, et même si je ne pouvais pas entendre ses paroles, je la vis gesticuler nerveusement. « Tout va bien » demanda calmement Gerald, remarquant ma distraction. « Oui, bien sûr » répondis-je en détournant le regard, mais quelque chose me tracassait. J'essayais de ne pas y penser, pourtant, l'idée que quelque chose d'étrange se tramait dans ma famille commença à germer. La journée se déroula comme d'habitude et même au milieu du chaos, il y avait toujours un moment pour une pause. Et c'est lors d'une de ces pauses que j'ai rencontré Kevin. On se connaît depuis un moment, on se croise parfois au restaurant, mais cette fois, j'avais vraiment besoin de parler. Kevin est du genre à ne pas poser de questions inutiles, mais si quelque chose pique sa curiosité, il finit toujours par découvrir la vérité. On était assis dans un petit café près du bureau, des gobelets en carton devant nous. Kevin remuait nonchalamment le sucre, me laissant le temps de rassembler mes idées. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais au lieu de prendre une gorgée, je l'ai juste gardée entre mes mains. « Alors, dis-moi tout » dit-il en me regardant intensément. « On dirait que tu as été invité à un dîner de famille chez ta belle-mère et que tu as oublié de préciser que sa sœur sera là avec 3 chats. » J'ai ri, mais l'atmosphère restait pesante. Pas grand-chose à raconter, juste Ashley se comporte bizarrement. Elle est toujours occupée, rentre tard, et maintenant elle a son téléphone partout, même aux toilettes. Je me fais peut-être des idées, mais il y a quelque chose qui cloche. Kevin fronça les sourcils, posa le sucrier et me regarda attentivement. Tu sais, je ne suis pas du genre à m'attarder sur les drames, mais je peux te dire une chose, quand un homme sent que quelque chose cloche, il se trompe rarement. Les détails comptent. As-tu remarqué quelque chose de particulier, un changement d'habitude ou d'humeur? Je réfléchis. Après tout, Ashley est devenue plus qu'occupée, elle a changé. Moins de conversations, moins de contact physique, moins de nous. Avant, on pouvait discuter pendant des heures, même de choses insignifiantes, mais maintenant, nos échanges se limitaient à quelques formules de politesse. Elle est toujours distraite. On était chez ses parents, et elle partait toutes les 20 minutes avec son téléphone. Elle disait qu'elle devait répondre, mais je soupirais. Elle trouvait toujours du temps pour nous. Maintenant, même quand elle est près de nous, on a l'impression qu'elle n'est pas là. Kevin haussa un sourcil et sourit. « Mec, si j'emportais mon téléphone partout et toujours sous prétexte de travail, ma femme aurait deviné depuis longtemps à qui je parle.
c'est peut-être sans gravité mais fais gaffe, les femmes changent rarement leurs habitudes sans raison. Je fronçai les sourcils, réfléchissant à ces paroles. Je ne voulais pas y penser, mais une petite voix intérieure me disait de m'inquiéter. Je ne veux pas devenir le mari paranoïaque au moindre coup de fil, c'est ridicule. Kevin sourit et finit son café avant de jeter la tasse à la poubelle. Ce qui est ridicule, c'est d'ignorer ce qui te tracasse. Tu ne vas pas enquêter, fais juste attention aux détails. Parfois, la vérité se cache dans les petites choses. On a parlé d'autre chose pendant un moment, mais je n'écoutais plus. Un malaise grandissait en moi. Je ne savais pas si je voulais vraiment connaître la vérité. Finalement, j'ai eu un peu de temps libre pour m'occuper de la maison. Dès le matin, j'ai décidé de ranger le garage, où il y avait plein de choses inutiles. De vieux outils, des cartons au contenu inconnu, plusieurs pneus de vélo que je n'avais pas encore changés, tout ça avait besoin d'être trié. J'y ai passé quelques heures, à jeter les déchets et à retrouver des choses que j'avais oubliées depuis longtemps. Après avoir terminé le garage, je me suis attaquée à la maison, j'ai réparé une porte qui grinçait, changé le filtre du climatiseur et resserré les charnières des placards de cuisine. Une fois le travail terminé, je me suis dit que je méritais bien une pause. Je me suis préparé un café, je me suis installée sur le canapé et j'ai pris mon téléphone, mais mon regard s'est posé par hasard sur le panneau de contrôle du système de sécurité. À ce moment-là, je me suis souvenu avoir remarqué un problème avec la caméra quelques jours auparavant, et quelque chose me poussait à vérifier les paramètres. J'ai ouvert le panneau, parcouru l'état des caméras, et une notification étrange a attiré mon attention. Le système de sécurité avait été désactivé manuellement il y a plusieurs jours. J'ai froncé les sourcils. D'habitude, Ashley ou moi programmons l'activation et la désactivation du système, mais il n'y avait aucune désactivation programmée. Pourtant, les journaux indiquaient clairement que quelqu'un l'avait désactivé manuellement pendant plusieurs heures. Le plus étrange, c'est que cela s'était produit pendant que Ashley et moi étions censés être au travail. J'ai vérifié les enregistrements des caméras. L'enregistrement de cette période avait disparu, comme s'il avait été effacé ou que le système était tout simplement défectueux. Ce genre de choses n'arrive pas par hasard. J'ai passé en revue toutes les possibilités, et si c'était une coïncidence? Ashley vérifiait peut-être quelque chose, mais pourquoi avoir éteint les caméras pendant plusieurs heures, et pourquoi était-elle à la maison pendant ses heures de travail? Je suis retournée au salon et me suis mis à réfléchir. J'ai pris une tasse de café froid, en ai bu une gorgée et j'ai ressenti une sensation désagréable dans l'estomac. Ce n'était pas de la panique, mais cela m'a tout de même perturbée. Mon regard a glissé sur les fenêtres, vers le jardin où ma voiture était garée tranquillement, puis vers l'escalier menant à l'étage. Tout semblait identique à d'habitude, mais pour une raison inconnue, j'avais un mauvais pressentiment. Devais-je aborder le sujet avec Ashley? J'ai imaginé comment je lui demanderais « As-tu désactivé les caméras il y a quelques jours ?» Cela sonnait trop direct, trop suspect. Si elle l'avait fait par inadvertance, ma question ne ferait que l'irriter. Sinon, il valait mieux ne rien laisser paraître pour l'instant. J'ai fermé le panneau de commande, pris une grande inspiration et décidé de ne rien dire pour le moment. Mieux valait commencer par observer. Parfois, la vérité finit par se révéler avec le temps. La semaine suivante, j'avais un voyage d'affaires de 2 jours. Normalement, de tels déplacements ne m'inquiétaient pas, mais je sentais désormais qu'il serait imprudent de partir sans prendre de précautions supplémentaires. Les événements récents, la désactivation du système de sécurité, l'absence d'enregistrement ne me rassuraient pas. Mon intuition me disait que quelque chose se tramait et que je devais découvrir quoi. J'ai donc décidé d'installer plusieurs caméras supplémentaires, dont personne d'autre n'était au courant. Ces caméras fonctionneraient indépendamment du système de sécurité principal, avec leur propre alimentation et un stockage des données séparés. Même si quelqu'un tentait à nouveau de désactiver la maison connectée, les nouvelles caméras continueraient d'enregistrer, capturant tout ce qui se passait. Le soir même, je me suis rendue dans un magasin spécialisé. Le vendeur, un homme d'âge mûr de petite taille, m'a regardé avec suspicion lorsque j'ai demandé les modèles de caméras les plus discrets, avec alimentation indépendante. « Vous sécurisez votre maison ou vous cherchez à piéger quelqu'un » m'a-t-il demandé en plaisantant. Je voulais simplement m'assurer que rien ne m'échappe, ai-je répondu d'un ton évasif. Après avoir choisi plusieurs appareils compacts et de haute qualité, je suis rentré chez moi. L'astuce consistait à les placer de manière à ce qu'ils restent discrets tout en couvrant des zones clés de la maison. Je ne voulais pas qu'Ashley, ni personne d'autre, découvre mon plan. J'ai installé la première caméra dans le salon, là où Ashley passait généralement son temps.
Je l'ai dissimulé derrière une bibliothèque, en ajustant l'objectif pour qu'il couvre la majeure partie de la pièce. La deuxième caméra a pris place dans la cuisine, là où Ashley téléphonait habituellement et s'éloignait lorsqu'elle ne voulait pas que j'entende la conversation. J'en ai installé une autre dans le couloir menant à l'extérieur, afin de pouvoir voir qui entrait et sortait de la maison à tout moment. La quatrième a été placée dans la chambre, dans un coin près de l'armoire, où elle se fondait presque dans le décor. Une fois l'installation terminée, j'ai testé le fonctionnement de chaque caméra. Elle transmettait des signaux et enregistrait des vidéos sur un espace de stockage cloud distinct. Même si quelqu'un tentait de supprimer des fichiers du serveur principal, ces enregistrements resteraient intacts. Je me suis installé devant mon ordinateur, j'ai vérifié les paramètres et visionné les enregistrements tests. Le système fonctionnait parfaitement. J'ai ressenti un léger soulagement, mêlé à une tension inhabituelle. Ce que je faisais ressemblait à un jeu d'espionnage, mais je n'avais pas le choix. Je voulais simplement comprendre la situation. Je n'aimais pas l'idée que quelque chose se passait chez moi à mon insu. Assis en silence, je regardais les écrans des caméras, sentant une angoisse grandissante m'envahir. Je savais que la prochaine étape serait d'attendre et d'observer. Les déplacements professionnels étaient rares, mais constituaient un répit bienvenu lorsqu'ils avaient lieu. Cette fois-ci, je me rendais à Austin pour installer un système de sécurité dans un nouveau complexe résidentiel de luxe. Le trajet a duré un peu plus de 3 heures. J'ai apprécié le trajet, écoutant des podcasts et consultant de temps à autre mes messages. L'autoroute serpentait à travers des collines à perte de vue, ponctuées çà et là de petits villages aux stations-service abandonnées et aux restaurants routiers. L'idée de la maison me traversait l'esprit, mais j'essayais de me distraire en me concentrant sur le travail. À mon arrivée, j'ai été accueilli par le gérant du complexe, un homme grand et mince nommé Tom Harry. Il semblait dynamique et passionné par son travail. « Lucas, c'est bien ça, dit-il avec un sourire, enchanté. Nous n'avons entendu que du bien de votre entreprise, ajouta-t-il en me serrant la main. Je ferai tout mon possible, répondis-je en le suivant jusqu'au bureau où m'attendaient les plans et schémas d'installation du système de sécurité. Le complexe se composait de 5 bâtiments, chacun nécessitant des systèmes de sécurité modernes, caméras, détecteurs de mouvement, serrures connectées. J'ai commencé par inspecter les lieux, repérant les emplacements clés pour les caméras. Les principaux composants du réseau se trouvaient au sous-sol du bâtiment principal, et j'ai passé une partie de la journée à vérifier les connexions et à tester le matériel. Pendant ma pause déjeuner, j'ai décidé de faire un saut dans un café du quartier pour me reposer un peu. J'y ai rencontré Jason, un collègue du secteur qui travaillait lui aussi dans l'installation de systèmes domotiques. « Tu dois être Lucas ?» m'a-t-il demandé en s'asseyant en face de moi. « J'ai entendu parler de tes projets, tu es vraiment doué » a-t-il ajouté. « Ça fait plaisir à entendre. » Je lui ai demandé sur quoi il travaillait, principalement des projets privés. Les gens recherchent non seulement la sécurité mais aussi le confort. Les maisons intelligentes ne sont plus l'avenir, mais le présent, a répondu Jason. Notre conversation s'est avérée intéressante. Jason m'a expliqué qu'il travaillait sur des solutions non conventionnelles, notamment un système capable d'identifier le propriétaire à sa démarche. Nous avons échangé nos coordonnées et j'ai compris que cette rencontre pourrait me être utile plus tard. J'ai passé le reste de la journée à tester le matériel et à configurer le système. À un étage, des problèmes de courant sont survenus, ce qui m'a obligé à rester plus longtemps pour les résoudre. Quand j'eus enfin terminé, le soleil se couchait déjà, teintant les façades des immeubles de nuances orangées. De retour à l'hôtel, je me suis accordé un moment de détente. J'ai commandé à dîner dans ma chambre, pris une douche et me suis allongé sur le lit, sentant enfin la tension se dissiper. Le chemin du retour me paraissait toujours agréable, surtout après de longs voyages. Ce sentiment de familiarité, de confort, de tranquillité. Mais cette fois, c'était différent. Des pensées tourbillonnaient dans ma tête, impossibles à chasser. Il fallait que je vérifie les enregistrements des caméras, les journaux d'accès Wi-Fi, et que je confirme que mes soupçons étaient infondés. Pourtant, une petite voix intérieure me disait que ça n'arriverait pas. Mon cœur battait plus vite que d'habitude, et je sentais la tension monter, comme si je me préparais à assister à quelque chose qui allait tout changer. En entrant dans la maison, Ashley était déjà là. Assise dans le salon, elle fixait son téléphone d'un air absent. D'habitude, elle m'aurait demandé comment s'était passé mon voyage. Cette fois, le silence. Un silence froid, pesant, oppressant. J'avais la gorge serrée. « Salut » dis-je en enlevant ma veste et en essayant de parler le plus naturellement possible. « Salut » répondit-elle d'un ton égal, sans quitter l'écran des yeux.
j'acquiesçai, posai mon sac dans un coin et allai à la cuisine me verser un verre d'eau. Nous ne nous étions pas vus depuis 2 jours, et pourtant, j'avais l'impression de rentrer dans une maison vide. Je la regardais en cachette, espérant déceler la moindre émotion, mais son visage restait impassible. Après le dîner, plus une formalité qu'autre chose, Ashley est allée dans la chambre, prétextant la fatigue. Je suis restée au salon, attendant un moment avant de m'installer devant mon ordinateur portable. J'ai tout de suite ouvert le panneau de contrôle du système de sécurité. J'ai vérifié l'historique des connexions Wi-Fi et là, surprise, un nouvel appareil s'était connecté à mon domicile pendant une de mes absences, ce qui ne pouvait être attribué au hasard. Ensuite, je suis passée aux caméras. J'ai ouvert les enregistrements. À plusieurs reprises ces 2 derniers jours, le système avait enregistré des mouvements dans la maison alors qu'Ashley n'était pas seule. L'écran affichait le visage d'Owen. Il entra par la porte de derrière, son cœur battait la chamade. Je continuais à regarder la vidéo, sentant à chaque image un froid glacial m'envahir. Owen se déplaçait avec assurance, visiblement habitué à l'endroit. Il connaissait l'emplacement de chaque show et parcourait la maison d'un pas calme, comme s'il en était le maître. Mais le pire restait à venir. Je fis défiler l'enregistrement jusqu'à voir ce que je redoutais le plus. La caméra de la chambre avait capturé un moment qui ne laissait aucun doute. Ashley et Owen, ils faisaient l'amour. Leur voix, leurs mouvements, leurs gestes intimes, tout était là, sous mes yeux, dans des images froides et silencieuses de trahison. Tu sais ce qui est drôle, murmura Ashley en riant doucement, en lui caressant la poitrine du bout des ongles. Il ne fait même pas d'effort. Il croit que je suis juste fatiguée, que je traverse une période difficile. Owen sourit nonchalamment en lui serrant la cuisse. Une chienne en chaleur. Quand est-ce que ma femme le voudra de nouveau? Ashley ferma les yeux en se léchant les lèvres. Moi. Je ne fais même plus semblant. Je dis juste non, je me retourne et je vais me coucher. Owen éclata de rire. On dirait donc que toute sa vie de couple n'est plus qu'un désespoir silencieux dans l'obscurité. Ashley cambrant le dos se pressa plus fort contre lui. Avec lui, je ne fais même pas d'effort, je me détourne et je m'endors. Mais avec toi je ressens enfin ce qu'est la vraie intimité. Owen sourit en lui pinçant le menton. Parce que maintenant, tu as quelqu'un qui te comble plus profondément que ce minable raté n'a jamais osé l'espérer. Il ne comprend plus qui est la véritable maîtresse de sa maison. Des capteurs acoustiques ont capté chaque mot, chaque gémissement, chaque murmure qui n'aurait jamais dû être entendu chez moi. Je me suis affalée dans mon fauteuil, le cœur battant la chamade. Un frisson d'angoisse m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas une simple supposition, ni un soupçon, c'était la réalité. Désormais je n'avais plus de simples soupçons, j'avais des preuves. J'ai passé mes mains sur mon visage, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Tout ce qui me semblait stable s'est effondré d'un coup. La question n'était plus de savoir si c'était vrai ou non, mais plutôt ce que j'allais faire. La question était de savoir quoi faire ensuite. Assise dans le noir, je fixais l'écran de mon ordinateur portable tandis que la vidéo touchait à sa fin. Pause, obscurité, silence. J'aurais pu fermer l'ordinateur, supprimer les fichiers, faire comme si de rien n'était. Mais la réalité, s'était déjà gravée dans mon esprit, et il n'y avait plus de retour en arrière. Une lourde obscurité me pesait sur la poitrine, une sensation que je n'avais jamais éprouvée. Douleur, colère, humiliation. Un peu de tout, peut-être. Mon cœur battait la chamade, et l'adrénaline me parcourait les veines. Ma première pensée fut la plus simple, rassembler mes affaires et partir. Fermer la porte à clé, tout laisser derrière moi, effacer Ashley de ma vie comme un simple dossier inutile. Mais plus j'y pensais, plus quelque chose d'autre grandissait en moi, quelque chose de malveillant, de froid, de calculateur. J'aurais pu simplement divorcer, déposer les papiers, mettre fin à ce mariage qui n'était plus qu'une fiction. Mais il y avait plus que cela, ils avaient ri chez moi. Ils m'avaient trahi, sachant que je reviendrais, sachant qu'ils prenaient un risque. Ce n'était pas un accident, mais une trahison calculée et cynique. Et puis me contenter de partir, de leur donner ce qu'ils attendaient peut-être déjà, non, je ne jouerais pas les victimes. J'ai fermé l'ordinateur portable et pris une profonde inspiration, réfléchit Lucas, calmement, froidement. J'avais le pouvoir, j'avais les connaissances, la technologie, la capacité de contrôler la situation, de tout voir. Je pouvais les démasquer, les humilier devant leurs collègues, leurs amis, sa famille. Ou je pouvais agir subtilement, en douceur, leur faire ressentir la même chose que moi. Je me suis levée, j'ai fait les 100 pas dans la pièce, essayant d'organiser mes idées. Il me fallait d'abord du temps pour décider comment mettre un terme à tout cela. Hors de question de me précipiter. La vengeance est un plat qui se mange froid, et j'avais bien l'intention de leur servir un festin. Je me suis assis, j'ai ouvert une bouteille de whisky, et me suis lentement versé un verre.
Le liquide m'a brûlé la gorge, mais j'ai continué à boire, sentant une chaleur se répandre dans mon corps. Dans ma tête, différents scénarios se sont déroulés. J'aurais pu envoyer ces enregistrements aux parents d'Ashley, j'aurais pu les diffuser sur leur lieu de travail, j'aurais pu tout publier en ligne et briser leur vie, mais ça aurait été trop simple, trop rapide. Je me suis souvenu de notre rencontre avec Ashley, de son sourire ce soir-là au bar, de ses jeux de mots, de son air si sincère. Était-ce un mensonge depuis le début? Ou quelque chose avait-il changé par la suite? Je me suis adossée et j'ai fermé les yeux. Les souvenirs se mêlaient à la réalité, ne laissant derrière que de l'amertume. Puis j'ai pensé à Owen. Cet homme est entré chez moi, a utilisé mes affaires, a couché avec ma femme, a ri en sachant que j'étais naïf. Ce n'était pas seulement un traître, c'était un ennemi. Et les ennemis ne sont pas pardonnés. J'ai regardé l'heure, il était minuit passé, j'aurais dû aller me coucher, mais je savais que je n'y arriverais pas. Demain, je me lèverai, je prendrai le petit déjeuner avec Ashley à la même table, je l'embrasserai sur le front comme si de rien n'était. Je la laisserai croire que je suis toujours son mari naïf et confiant. Laissons-la profiter de l'instant présent. Mais je me suis réveillée tôt et me suis allongée dans le lit, faisant semblant de dormir. À côté de moi, Ashley respirait calmement et paisiblement, comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas détruit tout ce que nous avions construit au fil des ans. J'ai serré les poings, mais je me suis vite ressaisie. Ce n'est pas le moment de s'émouvoir, c'est le moment d'observer. Dans la cuisine, pendant que le café infusait, j'ai observé en silence Ashley se préparer pour le travail. Elle était parfaite, sa coiffure, son maquillage, son tailleur impeccable. Avant, j'aurais pensé avoir de la chance d'avoir une telle femme. Maintenant, je savais pour qui elle s'efforçait tant. Encore en retard aujourd'hui, ai-je demandé en prenant une gorgée de café. Ashley s'est arrêtée un instant, puis a affiché son sourire habituel. Oui, beaucoup de réunions, puis dîner avec des clients. Compris, ai-je acquiescé. Bonne journée. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis installée devant mon ordinateur portable. J'avais besoin de plus d'informations. J'ai rouvert les journaux Wi-Fi et confirmé qu'Owen se connectait au réseau non seulement le soir, mais aussi pendant mes heures de travail. Les échanges que j'ai pu récupérer ont confirmé leur liaison. Ils parlaient de leur bonheur, partageaient des moments passionnés et se moquaient de moi. Il est tellement naïf, il ne se doute de rien, a écrit Ashley. Franchement, parfois j'ai presque pitié de lui, a répondu Owen avec un smiley. Ces mots m'ont blessé plus qu'un coup, mais il y avait d'autres messages, d'ordre professionnel. Owen discutait de son nouveau projet avec elle, élaborait des stratégies, partageait des informations confidentielles qu'il n'aurait peut-être pas été prudent de divulguer, même à des collègues. Cela pourrait m'être utile. J'ai commencé à tout documenter méticuleusement. Dans la journée, je suis passée au café où je retrouvais habituellement Kevin. J'avais besoin de conseils. Tu comptes toujours rester une simple observatrice? M'a-t-il demandé en repoussant sa tasse. Pour l'instant, oui, ai-je répondu, même si je n'en étais pas totalement convaincue. Alors fais attention. Il avait raison, mais j'avais encore le temps. Je devais tout savoir, chaque détail de leur liaison, chacun de leurs gestes. Assise dans ma voiture, je regardais à travers le pare-brise sans voir la route. Des pensées tourbillonnaient dans ma tête, des pensées qui ne m'avaient jamais effleurée auparavant. Le divorce, le partage des biens, l'argent. Malgré mon envie, je savais que je devais me protéger. Si je laissais les choses en l'état, Ashley pourrait facilement prendre la moitié de tout ce que je gagnais. Peut-être plus. Je n'étais pas paranoïaque, mais après ce que j'avais vu, je ne pouvais plus lui faire confiance. Elle m'avait trahi, alors elle pourrait bien tenter de me laisser sans rien, sans le moindre remords. J'avais trop travaillé et trop investi dans ce mariage pour partir comme ça, en lui laissant tout ce que j'avais construit. Il était donc temps d'agir. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. Il me restait des fonds importants sur mon compte personnel, mais nos finances communes étaient également conséquentes et trop importantes pour être risquées. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait, mais une chose était sûre, lorsqu'elle comprendrait que je suis au courant de tout, elle ne devrait pas avoir la moindre chance de me dépouiller. La première chose que j'ai faite a été de transférer l'argent de mon compte principal vers un nouveau compte ouvert à mon nom. Aucune notification, aucune trace. Ensuite, j'ai bloqué son accès à nos cartes de crédit communes. Elle ne s'en apercevrait peut-être pas tout de suite, mais quand ce serait le cas, il serait trop tard. L'étape suivante était de consulter un avocat. Je ne comptais pas déposer les documents immédiatement, mais une consultation ne pouvait pas faire de mal. J'ai composé le numéro que Kevin m'avait donné. Jackson est associé à l'appareil. Une voix calme a répondu. J'ai besoin d'une consultation concernant la procédure de divorce et la protection financière. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Nous avons un créneau demain matin. Cela vous convient-il? Oui, prenez rendez-vous.
J'ai raccroché et poussé un profond soupir. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. Le lendemain, à 10 heures précises, je suis entré dans les bureaux du cabinet d'avocats Jackson et Associés, une pièce spacieuse, des fauteuils en cuir, des parois de verre, tout respirait la confiance et le luxe. À l'accueil, une jeune secrétaire m'a salué, Luca Brady. Entrez, monsieur Jackson vous attend. J'ai acquiescé et me suis dirigé vers son bureau, où un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard sévère m'attendait. Il m'a fait signe de m'asseoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? A-t-il demandé en ouvrant son carnet. J'ai brièvement exposé la situation, en m'appuyant sur les faits, infidélité, projet de divorce, nécessité de protéger le patrimoine. Avez-vous déjà entrepris des démarches ? A-t-il demandé. Oui, j'ai transféré la majeure partie de l'argent sur un nouveau compte et limité l'accès aux cartes de crédit, rien d'officiel pour l'instant. Jackson a approuvé d'un signe de tête, c'est logique, cependant, il y a des nuances. Si votre femme décide de contester cela devant les tribunaux, vous devrez prouver que l'argent vous appartient exclusivement. Elle pourrait prétendre qu'il faisait partie du budget familial. Et si une partie de ces fonds est investie dans mon entreprise, cela nécessite une autre discussion. Il faut rassembler tous les documents prouvant que vous avez investi vos propres fonds et non des fonds communs. J'ai acquiescé. La conversation s'est approfondie. Nous avons évoqué différents scénarios, comment protéger mes biens immobiliers, mes actions, mes comptes. J'ai appris comment préparer correctement les documents pour empêcher Ashley de s'emparer d'une part importante de mon patrimoine. Je lui ai serré la main et j'ai quitté le bureau avec une nouvelle perspective. Il ne s'agissait plus seulement d'un combat moral, mais aussi d'une stratégie financière, et j'étais déterminé à gagner. Après ma rencontre avec l'avocat, j'ai enfin compris, il n'y a pas lieu de se précipiter. Dans ce jeu, les émotions sont mon ennemi, et le sang-froid est la seule arme qui puisse me donner l'avantage. La moindre explosion de colère, le moindre mot impulsif, même un léger tremblement dans la voix peuvent se retourner contre moi. Moins j'en dévoile, plus il sera difficile de deviner mes intentions. J'ai quitté le bureau prenant mon temps, avec un calme mesuré qui respire la confiance. Dans la rue, une fine bruine tombait, ruisselant le long du col de mon manteau en gouttes glacées. Je mis les mains dans mes poches et inspirai profondément l'air froid et humide, sentant en moi une lente montée de contrôle. J'avais un plan, j'avais un objectif, ma tâche, agir comme d'habitude. Pas de gestes superflus, pas de paroles déplacées, je devais sourire, serrer des mains, plaisanter, faire comme si de rien n'était. Ce serait mon bouclier, mon armure, qu'il me croie calme, sans inquiétude, qu'il devine que je suis intelligent. Je marchais lentement, peaufinant mentalement chaque détail de la bataille à venir. J'entrai dans la maison et trouvai Ashley dans la cuisine. Elle écrivait sur son téléphone, levant à peine les yeux à mon passage. « Comment ça va ?» demandai-je en ouvrant le réfrigérateur et en prenant une bouteille d'eau. « Bien » répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. Avant, un tel comportement m'aurait agacé, mais maintenant je me contentais de sourire. Supposons qu'elle me prenne toujours pour le mari naïf qui ne voit pas l'évidence. Je me suis appuyé contre le comptoir et l'ai observé attentivement. À une époque, je considérais Ashley comme ma meilleure amie. Nous pouvions parler pendant des heures, rire de blagues idiotes, partager nos projets. Mais à présent, une femme complètement différente était assise devant moi, distante, froide, presque étrangère. Assis à table, je sirotais de l'eau lentement, la regardant se peigner machinalement. On pourrait peut-être aller quelque part ce week-end. Ai-je suggéré. Elle a marqué une pause puis a hoché la tête précipitamment. Je ne peux pas. Elle avait du travail, évidemment du travail, je n'ai pas demandé de détails. J'ai simplement acquiescé signifiant que j'acceptais sa réponse. Les jours suivants, j'ai continué à agir comme d'habitude. Nous partagions le même lit, prenions le petit déjeuner à la même table, discussions de choses et d'autres. Mais intérieurement, je sentais une distance grandissante. Elle pensait que tout se déroulait comme prévu, mais en réalité, je savais déjà comment mettre fin à cette histoire. Un soir, alors que je me tenais près de la fenêtre, un souvenir m'est revenu, notre premier voyage. Nous venions de nous marier et de partir pour San Francisco, le cœur débordant de joie et de projets d'avenir. Nous étions alors persuadés que de longues années de bonheur nous attendaient, qu'ensemble, nous conquérions le monde. Je me souviens d'Ashley tournoyant sur la jetée, les bras grands ouverts comme pour embrasser le monde entier. Son rire cristallin, léger et communicatif résonnait sur l'eau, et même les passants entendant ce son, ne pouvaient s'empêcher de lui sourire. Elle était éblouissante, sous les rayons du soleil couchant, ses cheveux scintillaient de reflets dorés, et ses yeux pétillaient comme s'ils reflétaient le ciel tout entier. Le vent jouait avec le bas de sa robe légère, la faisant onduler comme des ailes.
Elle semblait en absenteur, presque éthérée, une créature d'un autre monde, faite pour le bonheur, la lumière, la liberté. Je la regardais, retenant mon souffle, essayant d'immortaliser cet instant, comme si je savais qu'il était inestimable. L'instant d'après, elle me saisit la main et me serra contre elle. Ses doigts étaient chauds, vifs, forts. Elle se pencha plus près, ses lèvres effleurèrent mon oreille et, dans un murmure, elle me dit qu'elle voulait se souvenir de cette soirée pour toujours. Sa voix était emplie d'une joie si sincère, d'un bonheur si pur, que je ne pus m'empêcher de la croire. À ce moment-là, je croyais vraiment que tout était éternel. J'étais ivre. Non pas d'alcool, car nous avions bu dans un restaurant chic, mais de son énergie, de son désir de vivre débridé, de son rire, de la façon dont elle me regardait, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Nous avons commandé les huîtres les plus chères, même si aucun de nous deux ne les supportait. Non pas pour le goût, mais simplement parce que cela nous semblait approprié savourer chaque instant, nous offrir un luxe, faire comme si le monde nous appartenait. Nous en avons ri, grimaçant devant cet étrange arrière-goût, mais nous avons mangé, nous taquinant et faisant semblant de comprendre ce mais délicat. La nuit, il n'y avait plus de barrière, plus de mots entre nous. Juste le toucher, juste un rire étouffé et paresseux dans l'obscurité, juste la sensation que le temps s'était arrêté, figé, nous permettant de nous appartenir l'un à l'autre sans nous retourner. Sa peau sentait le sel, le vin et quelque chose de chaud, de familier, d'authentique. J'inspirais ce parfum, retenant mon souffle, sentant sa chaleur, ses tremblements, ses mains glissant le long de mon dos, ses lèvres laissant des marques invisibles sur ma peau. Dans son regard, il y avait tout, chaleur, confiance, la promesse que cela ne finirait jamais. Nous nous sommes fondus dans cette nuit, brûlant d'un désir qui n'avait besoin ni de mots ni d'explications. Ce n'est que plus tard, lorsque la fatigue nous enveloppait comme une douce couverture, que nous nous sommes immobilisés figés dans le silence, parfois interrompus par sa respiration légère. Les oreillers conservaient le parfum de son parfum, délicat, à peine perceptible mais si familier. Je n'ai pas pu dormir longtemps, écoutant sa respiration près de moi, sentant ses doigts, même endormis, glisser paresseusement sur ma poitrine, comme s'il refusait de me lâcher. Il me semblait alors que nous ne faisions qu'un, que ce sentiment était indestructible, que nous étions liés à jamais par quelque chose d'impossible à briser. Pourtant, à présent, la femme qui se tenait devant moi était complètement différente, froide, étrangère. Ou peut-être n'avais-je tout simplement pas perçu la vérité auparavant. Ces dernières semaines, j'avais observé Ashley et Owen à la loupe, étudiant leurs échanges, traquant leurs appels et leurs connexions Wi-Fi. Mais ce que j'ai découvert récemment pourrait bien être la clé de quelque chose de bien plus important. Owen n'était pas un simple cadre supérieur, il était impliqué dans une affaire majeure, dont les détails n'auraient jamais dû tomber entre de mauvaises mains. J'ai découvert cela par hasard. Dans l'un de leurs échanges, Ashley lui a transmis une présentation accompagnée d'une mention confidentielle. Owen l'a remercié et a écrit quelque chose comme « Si tout se passe bien, je suis tiré d'affaire ». Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais j'ai décidé de vérifier de quoi il parlait. Utilisant les mêmes méthodes que pour surveiller leur liaison, j'ai commencé à recueillir des informations sur le projet. Il s'est avéré qu'Owen était impliqué dans une affaire avec un important entrepreneur, lié à des marchés publics municipaux. Apparemment, des millions de dollars étaient en jeu. Et si quelqu'un pouvait prouver qu'Owen transmettait des informations confidentielles à des tiers, les conséquences pour lui auraient été catastrophiques. J'ai visionné les enregistrements des caméras et j'ai découvert un autre détail intéressant. À plusieurs reprises, lors de leur rencontre, Owen s'est non seulement montré très à l'aise avec ma femme, mais a également discuté des détails de l'affaire parfois directement au téléphone. Il s'était tellement habitué à se sentir en sécurité qu'il ne se souciait même pas de vérifier si sa voix était enregistrée, mais je l'enregistrais. Désormais, je n'avais plus seulement des soupçons, mais des preuves concrètes. J'ai rassemblé toutes les données, correspondances, appels, enregistrements des caméras, identifiants Wi-Fi. Le puzzle a commencé à prendre forme. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire de ces informations, mais une chose était sûre, j'avais entre les mains un instrument capable de détruire sa carrière. Il ne me restait plus qu'à décider comment utiliser cette carte. Cependant, rien ne pressait. J'ai attendu. Parallèlement, j'ai rencontré un avocat pour finaliser la procédure de divorce. Les documents étaient prêts et le processus avait été organisé de manière à ce que je n'ai pas à y participer. Ashley ne découvrirait tout qu'en voyant le dossier complet. Elle s'attendait à un partage des finances, mais après avoir signé tous les papiers, elle devrait se débrouiller seule. Je me suis assuré qu'elle ne touche rien de ce que j'avais gagné au fil des ans. Il n'y aurait ni bataille juridique ni longue procédure judiciaire,
tout serait clair, rapide et irréversible. Désormais, elle aurait ce qui lui revenait de droit. Je savais qu'Owen avait tout misé sur cette affaire. Il espérait gravir les échelons, peut-être même obtenir un siège au conseil d'administration. Mais à présent, je détenais la clé de ses plans. J'avais l'intention de transmettre anonymement l'information à des concurrents. Le problème était de décider à qui la transmettre précisément. Plusieurs entreprises étaient intéressées par le contrat et je devais choisir celle qui tirerait le plus grand profit de l'information et causerait le plus de tort à Owen. J'ai commencé à rechercher ses coordonnées. Grâce à mes relations professionnelles, j'ai réussi, après quelques appels, à joindre un représentant d'un des principaux concurrents d'Owen. Il s'appelait Victor Holm, un avocat expérimenté, spécialisé en droit des sociétés et qui savait tirer profit des informations. Par l'intermédiaire d'un ami, j'ai organisé une rencontre. Celle-ci s'est déroulée dans un lieu neutre, un petit club privé, accessible uniquement sur invitation. La lumière tamisée des lampes, le jazz discret et les boissons raffinées créaient une atmosphère exclusive. Victor était un homme d'une quarantaine d'années, au regard froid et pénétrant, et aux manières de quelqu'un habitué à toujours gagner. Il était impeccablement vêtu, ses gestes étaient précis et assurés. Cet homme ne perdait pas de temps en bavardage inutile. « On m'a dit que vous déteniez des informations susceptibles de nous intéresser », commença-t-il en sirotant son whisky et en me dévisageant d'un air soupçonneux. Je ris légèrement et lui tendis la clé USB. « Ce ne sont pas des informations, dis-je. C'est un moyen de mettre fin à une partie où votre adversaire pense avoir déjà gagné. » Victor ne regarda pas immédiatement le contenu, se contentant de glisser la clé USB dans la poche de sa veste, puis revint vers moi, hésitant à poursuivre la conversation. « Que voulez-vous en échange » demanda-t-il calmement, mais avec une pointe de méfiance. « Rien, faites en sorte que ça marche. Vous avez intérêt à remporter l'appel d'offres, j'ai intérêt à le perdre. » Holm murmura et sortit son téléphone de sa poche en voyant un court message. « J'examinerai vos preuves, dit-il en rangeant son téléphone. Si tout se passe comme prévu, mon client trouvera le moyen de les utiliser à bon escient, et je pense que votre connaissance risque fort de perdre son emploi après ça. » Je l'ai vu esquisser un sourire, et j'ai su que c'était fini. Owen était loin de se douter du coup dur qui l'attendait. « Je compte sur ta promptitude, ai-je dit en me levant de table. Victor m'a proposé un verre, mais j'ai refusé. Je n'étais pas d'humeur à fêter ça, il était trop tôt. En quittant le club, je suis monté dans la voiture et j'ai expiré. Il ne me restait plus qu'à attendre que les choses se décantent. Je ne savais pas ce que ça faisait, ce moment où l'on laisse tout derrière soi. Quand on ferme la porte sans se retourner, sans hésiter, sans se permettre la moindre hésitation. Mais là, au milieu de la maison vide, je le ressentais enfin, un calme étrange, ni colère, ni douleur, ni regret, juste le silence. J'ai fait mes bagages rapidement et méthodiquement, une valise avec l'essentiel, un sac à dos avec le matériel, les papiers, pas de photos ensemble, pas de cadeaux, rien qui puisse laisser des traces du passé, tout ce qui avait une valeur sentimentale restait ici. La bague de fiançailles reposait sur la table de chevet, comme le point final de cette histoire. J'ai caressé sa surface lisse du bout des doigts, hésité un instant avant de la laisser là. Elle ne me sert plus. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. J'ai suivi du doigt le mur, me rappelant comment nous avions choisi cette couleur de peinture. Je me suis souvenu de nos disputes sur l'emplacement du canapé et de nos rires lors de notre première tentative de dîner dans cette cuisine. Autrefois, cet endroit était empli de joie, mais maintenant, ce n'était plus qu'un espace vide, plus un bâtiment de briques et de verre qu'une maison. J'ai laissé les clés sur la table de la cuisine, franchi le seuil et me suis installé dans la voiture. J'ai démarré le moteur mais sans me presser de partir. Dans le rétroviseur, la maison me renvoyait son image. La veille, j'y étais revenu en pensant que c'était mon sanctuaire, ma forteresse. Maintenant, ce n'était plus qu'un point sur une carte. J'ai pris une profonde inspiration, agrippé le volant et finalement quitté la propriété. Tous les détails sont consignés dans les documents. Vous pouvez les consulter et contacter votre avocat si nécessaire. Il hocha la tête, se retourna et la laissa seule sur le perron. La maison l'accueillit dans un silence étrange, pesant et étranger. Les affaires de Lucas avaient disparu. Elle se précipita vers la chambre, comme si elle espérait y trouver quelque chose. Mais il ne restait que la bague sur la table de chevet. Ashley eut un hoquet de surprise. Son cœur battait la chamade. Impossible. Au bureau, l'activité reprenait son cours habituel. Appels téléphoniques, négociations, pause café, cliquetis des claviers, rires occasionnels entre collègues. Mais pour Ashley, cette journée était un véritable cauchemar. Elle entra dans la salle de conférence, serrant les documents contre elle, comme s'il pouvait lui expliquer comment on en était arrivé là.
Son cœur battait la chamade, et une seule question résonnait dans sa tête. Comment a-t-il découvert la vérité? Nerveuse, elle fit les 100 pas, jetant des coups d'œil furtifs à la porte. Elle devait parler à Owen, immédiatement. Il devrait pouvoir arranger les choses. Il avait toujours prétendu maîtriser la situation. Où était-il? La porte s'ouvrit et Owen entra, un sourire désinvolte aux lèvres, mais dès qu'il vit son visage, son sourire s'effaça. Que s'est-il passé? Demanda-t-il d'une voix tendue. Il referma la porte et s'y appuya, attendant une réponse. Ashley jeta le dossier sur la table. Lucas sait tout, murmura-t-elle, la voix tremblante de peur. Il est parti. Il a simplement pris ce qu'il voulait et a disparu. Et il a demandé le divorce. Owen fronça les sourcils, prit les documents, les feuilleta rapidement, puis se tourna vers elle. Il ne t'a rien dit, aucun indice, aucun scandale, il est juste parti, rien, souffla Ashley d'un ton sec secoué. Je suis rentrée, ses affaires avaient disparu. Il ne restait que la bague, un huissier avec des papiers, tout était déjà prêt, comme s'il avait tout su d'avance. Owen s'assit en face d'elle, les mains croisées sur la poitrine. C'est étrange, dit-il en l'examinant attentivement. On a fait attention. Personne n'aurait pu lui dire. Ashley serra les poings, sentant ses paumes devenir moites. Elle prit une profonde inspiration avant d'exprimer la pensée qui lui était venue à l'esprit. Il travaille dans les systèmes de sécurité. Et s'il nous surveillait? Owen se tut, puis hocha lentement la tête, réfléchissant à ce qui venait d'être dit. Bon sang, si c'est le cas, il en sait bien plus que sur nous. S'il jouait les observateurs silencieux, qui sait ce qu'il a entre les mains? Sa voix était maintenant tendue. Ashley ferma les yeux et passa ses mains sur son visage. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement et 2 hommes en costume entrèrent dans la salle de conférence. Leur patron, M. Roding, le PDG de l'entreprise, les suivit. Que se passe-t-il? Demanda-t-il d'une voix froide et détachée. Owen se leva d'un bond, s'efforçant de garder son sang-froid. Monsieur, quel est le problème? Un des collaborateurs de M. Roding, avocat de l'entreprise, déposa un dossier de documents sur la table. Le contrat a été annulé. Nos concurrents ont porté plainte, ils ont des preuves de la fuite d'informations confidentielles. Nous enquêtons sur l'origine de la fuite. Owen pâlit. Ashley se figea, une peur glaciale lui parcourant l'échine. Il doit s'agir d'une erreur, tenta de se justifier Owen, mais Roding secoua simplement la tête là. Non, Owen, c'est terminé, vous êtes suspendu de vos fonctions le temps de l'enquête. S'il est prouvé que vous avez divulgué des informations à des tiers, vous comprenez les conséquences. Ashley s'accrocha au bord de la table, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Un nom lui revint en mémoire, Lucas. Assise dans sa voiture, sur le parking de son bureau, elle tapotait machinalement l'écran de son téléphone du bout des ongles. Ses pensées s'entrechoquaient. Quelques jours auparavant, sa vie était paisible, un travail épanouissant, l'espoir d'un avenir radieux, un amant qui lui promettait tout. À présent, tout s'était effondré, et elle ne savait pas comment y remédier. Elle prit une gorgée de whisky pour tenter d'apaiser son mal de tête et consulta de nouveau son téléphone. Aucun message d'Owen. Après l'enquête au bureau, il a soudainement pris ses distances, a cessé de répondre à ses appels et à ses messages. La dernière fois qu'elle a tenté de lui parler directement, il s'est montré froid et agacé. « Je n'ai pas le temps pour ça, Ashley », a-t-il lancé d'une voix sèche et dure. « J'ai des problèmes, de sérieux problèmes. »« Tu as des problèmes », s'est-elle presque exclamée. « Je me retrouve sans argent, sans Lucas, et maintenant, je suis menacée de licenciement, c'est ton problème », a-t-il rétorqué. « Je n'ai pas la patience de gérer tes caprices, débrouille-toi ». La communication a été coupée. Ashley a regardé l'écran incrédule. Il y a quelques semaines à peine, il était attentionné, sûr de lui, celui qui la rassurait en lui disant que tout irait bien, qu'ils resteraient ensemble. À présent, il l'avait quittée sans remords, sans même chercher à la soutenir. L'atmosphère au bureau était glaciale. Ses collègues ne posaient pas de questions, mais leurs regards en disaient long. Elle avait l'impression d'être constamment suivie par les chuchotements, certains interrompant brusquement leur conversation à son passage. Elle fut convoquée au service des ressources humaines à l'heure du déjeuner. Nous menons une enquête interne suite à la perte de votre contrat, l'informa froidement la responsable RH en lui tendant une notification. Votre poste est réévalué jusqu'à la fin de l'enquête. À votre place, je commencerai à chercher un autre emploi. Ashley écouta, mais c'était comme si elle n'entendait rien. Elle quitta le bureau hébétée. Sa carrière pour laquelle elle avait tant travaillé était en train de s'effondrer. Le pire était de rentrer chez elle. Sa maison, autrefois si chaleureuse, était devenue une prison. Avec le crédit immobilier qu'elle ne pouvait plus partager avec Lucas, avec les factures qu'il ne payait plus. Elle essaya d'utiliser sa carte de crédit, refusée, le compte était clôturé, personne ne lui adressa la parole, soudain tout disparut.
Assise dans le salon vide, elle fixait son téléphone. Elle voulait appeler quelqu'un, demander conseil, du soutien, mais à qui ses amis, qui avaient si facilement accepté sa nouvelle liaison, ne se pressaient plus de répondre. Certains ont même détourné le regard, ne voulant pas s'en mêler. Owen a disparu. Lucas ne s'est pas contenté de partir. Il l'a effacée de sa vie et l'a laissée seule, plongée dans le chaos. Elle se leva, s'approcha du miroir du couloir et contempla son reflet. La peur et la confusion se lisaient dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait plus quoi faire. Owen était assis dans son bureau, tapotant nerveusement du doigt sur la table. Récemment encore, il était certain de maîtriser la situation, mais à présent son monde s'écroulait sous ses yeux. La veille, il avait finalement été suspendu et aujourd'hui, il recevait une notification de licenciement immédiat. C'était la fin officielle de sa carrière. Parlons franchement, dit froidement M. Roding, le directeur général. Après le scandale des contrats, nous n'avons pas le choix. L'entreprise ne peut pas se permettre de tels risques pour sa réputation. Je n'ai jamais divulgué d'informations, protesta Owen, sentant une sueur froide lui perler dans la nuque. Nous n'avons pas besoin de vos justifications, coupa net l'avocat assis à côté de Roding. Les preuves parlent contre vous, et si tu veux éviter un procès, il vaudrait mieux que tu partes. Owen voulait protester, crier au complot, affirmer que tout n'était qu'une erreur, mais il savait que personne ne l'écoutait. Un nœud se forma dans sa gorge. Tout ce pourquoi il avait travaillé s'évanouissait. Sa carrière, le respect de ses collègues, ses perspectives d'avenir, tout était anéanti en un instant. En quittant l'immeuble, il sentait le regard de ses collègues peser sur lui. Un mois plus tôt, il se sentait comme un roi ici. À présent, il n'était plus rien. Dans la rue, il essaya d'appeler Ashley, mais son téléphone ne répondit pas. Personne ne répondit. Assis dans sa voiture, il fixa le pare-brise. Que faire maintenant? Que va-t-il se passer ensuite? Ashley était assise dans la salle d'audience, le regard vide, les papiers devant elle. Le divorce, c'était officiel. Lucas n'était pas là, il n'avait pas assisté à l'audience, n'avait même pas envoyé d'avocat. Tout s'était passé vite, presque sans émotion, comme s'il ne s'agissait que d'un simple document plutôt que d'une vie brisée. Le juge a clairement énoncé sa décision finale. Le contrat de mariage qu'il avait signé ne lui laissait rien, ni versement, ni compensation. Seulement l'hypothèque, les comptes et les dettes qu'elle devait désormais gérer seule. Elle n'arrivait pas à croire que cela se soit terminé ainsi. Elle espérait trouver une solution, mais Lucas avait tout prévu. Il la laissait assumer les conséquences de ses propres décisions. Elle a regardé son avocat, mais celui-ci s'est contenté de hausser légèrement les épaules. Rien ne pouvait être changé. Owen était censé être son soutien, mais ses problèmes s'accumulaient. Une semaine après avoir été licencié, il avait été arrêté pour fraude financière. Il s'avérait que le contrat qu'il avait tenté de mettre en œuvre n'était que la partie émergée de l'iceberg. D'autres agissements douteux ont fait surface. À présent, il était en cellule, en attente de son procès. Ashley a essayé de contacter son avocat, mais n'a reçu qu'une réponse laconique. L'affaire était grave et Owen risquait plusieurs années de prison. Elle a essayé d'appeler des amis, des connaissances, des collègues. Certains n'ont pas répondu, d'autres ont froidement refusé de s'en mêler. Les portes qui s'étaient ouvertes avant elle se refermaient les unes après les autres. De retour chez elle, un sentiment de vide l'envahit oppressant, lourd, se propageant dans tout son corps comme une vague glaciale. Jadis, cette maison était son sanctuaire, empli de chaleur et de joie. Ici résonnaient les rires, l'odeur du café fraîchement moulu embaumait le matin, les bougies vacillaient dans le calme du soir. Dans cet espace vivaient ses rêves, ses espoirs, son amour. À présent, les murs lui semblaient étrangers et le silence suffocant. La maison n'était plus un foyer, elle était devenue le rappel de tout ce qu'elle avait perdu. La porte de la boîte aux lettres grinça, brisant le silence pesant. Ashley jeta un coup d'œil à l'intérieur, comme si elle savait déjà ce qui l'attendait, et soupira avec lassitude. Factures, relevés de comptes, avis de banque, chaque enveloppe était un verdict, un rappel impersonnel de dettes qui continuait de s'accumuler comme une boule de neige. Parmi la pile de papier, elle trouva une lettre particulièrement désagréable, un nouvel avertissement concernant le remboursement de l'emprunt immobilier. L'échéance approchait à grands pas. Son salaire couvrait à peine les dépenses alimentaires et les factures, et si elle était licenciée, les pensées tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête d'inquiétude. Elle ne se souvenait plus comment elle était arrivée au salon, mais la voilà assise sur un canapé usé, le visage enfoui dans ses mains. Une douleur lancinante lui serrait la poitrine, sa respiration se faisait haletante. Tout s'écroulait, et il n'y avait aucune issue. Son mariage n'était qu'une illusion, un mirage qui s'était dissipé, ne laissant derrière lui que l'amertume de la déception. Son amant, celui pour qui elle avait tout sacrifié, était maintenant en prison. Elle n'avait plus d'argent.
ses amis disparaissaient un à un dès qu'elle cessait de leur être utile ou intéressante. Elle était seule. Les larmes brouillant sa vue, elle regarda par la fenêtre, mais ne vit rien, ni les passants, ni les voitures, ni les lumières des publicités. Seulement des ombres vagues, comme si sa vie n'était plus qu'une tache floue. Tout ce qui lui avait paru si beau, une histoire dont chaque chapitre était empli de sens, de passion, d'espoir, s'était mué en une suite interminable de rêves brisés. Et le pire, c'était cette prise de conscience, elle était la seule responsable de sa propre fin. Ni les circonstances, ni la volonté de quiconque, seulement ses propres décisions, ses erreurs, ses désirs, pour lesquels elle devait désormais payer un prix exorbitant. Lucas était assis à une table dans un bar à la lumière tamisée, faisant nonchalamment tournoyer des glaçons dans un verre de whisky. En face de lui, Nick, affalé dans un fauteuil, souriait en observant Lucas, attendant visiblement qu'il prenne la parole. Ils étaient déjà venus dans ce bar, mais aujourd'hui l'atmosphère était particulière, légère, presque festive. « Allez, vas-y grec, crache le morceau », lança Nick avec un sourire, en prenant une gorgée de bière. « J'ai hâte d'entendre comment tu as si élégamment ruiné leur vie. » Lucas sourit, inclinant lentement son verre, observant les glaçons s'entrechoquer contre les parois. « Je ne vais pas te mentir, Nick, je suis satisfait, très satisfait, tout s'est passé encore mieux que prévu. » Pas de cris, pas de larmes, pas d'hystérie, juste un calcul froid et précis, comme si j'avais mené à bien une opération minutieusement planifiée, et tu n'as pas eu le moindre doute. Nick haussa un sourcil en posant son verre sur la table. Pas une seule seconde, il me prenait pour un imbécile naïf, il croyait que tout se passerait comme il le voulait, mais je leur ai simplement montré que chaque décision a des conséquences. Ashley est criblé de dettes et Owen est en prison, ils ont eu ce qu'ils méritaient, je n'y suis pour rien, ils l'ont bien cherché. Nick secoua la tête, incrédule. Je savais que tu avais un plan, mais bon sang, Lucas, c'était un coup de maître. Tu as littéralement détruit leur vie pièce par pièce sans les toucher. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une partie d'échecs où tu as maté en 3 coups sans même qu'ils s'en rendent compte. Lucas rit doucement et hocha la tête. Le plus drôle, Nick, c'est que je ne leur ai rien fait directement, je les ai juste laissés récolter les fruits de leurs actes. Je me suis simplement retiré de l'équation, après c'était leur problème. Bon, vu que tu as fermé tous les comptes, coupé son accès à l'argent et fourni anonymement des informations sur Owen à la concurrence, Nick hocha la tête, comme pour évaluer la situation. Oui, on peut dire que tu t'es effacé de la circulation. Lucas rit et leva son verre en signe de victoire. Exactement, pas un seul coup dur, pas une seule scène, juste une stratégie bien rodée. C'est ironique, non, ils pensaient que j'étais impuissant, qu'ils pouvaient me contrôler. Eh bien, qu'ils en subissent les conséquences maintenant. Nick trinqua avec Lucas. Pour une victoire éclatante, ils burent, et Lucas se permit enfin de se détendre. Debout sur le balcon de sa chambre d'hôtel, il s'appuya sur la rambarde métallique froide. Devant lui s'étendait la ville nocturne, infinie et vibrante, tel un organisme géant palpitant de 1000 feux. Des rangées de phares s'étiraient le long des rues illuminées, les enseignes aux néons clignotaient et s'éteignaient au rythme de la nuit, et en contrebas, on entendait le bruit des voitures se fondre en un bourdonnement constant, à peine perceptible, comme le souffle d'une mégalopole. Dans une main, il tenait un verre de whisky. Le liquide doré reflétait les lueurs des lampes lointaines, qui dansaient sur le verre en étincelles flamboyantes. Lucas prit une lente gorgée et sentit la chaleur de la boisson se répandre dans son corps, sans toutefois parvenir à dissiper le froid qui l'habitait. Il savait qu'il devait aller de l'avant. Le passé était derrière lui, ses erreurs, ses regrets, ses rêves brisés. Tout ce qu'il avait jadis retenu se désintégrait désormais en poussière, se muant en souvenirs qui n'avaient plus d'emprise sur lui. Mais alors, pourquoi cette vie lui rappelait-elle encore ce qu'il avait perdu? Lucas caressa le bord du verre du bout des doigts, le regard fixé sur les lumières. Dans cette grandeur chaotique se cachait un ordre, une logique sous-jacente à l'avancement, qu'il avait toujours su, mais qu'il était seulement prêt à accepter maintenant. Il inspira profondément l'air frais. Le vent joua, avec le col de sa chemise, comme si une main invisible lui rappelait qu'il était temps de se délester du superflu. Il était temps de prendre de nouvelles décisions, d'explorer de nouveaux horizons. Lucas but sa dernière gorgée, posa le verre vide sur la rambarde et se détourna de la ville nocturne. Demain serait le début d'une nouvelle vie. Le matin accueillit Lucas par une douce lumière filtrant à travers les épais rideaux de sa chambre d'hôtel. Il se réveilla tôt, mais ne ressentit pas la fatigue habituelle, au contraire, une légèreté l'envahissait, comme s'il s'était débarrassé d'un fardeau trop lourd. Il se versa un café noir corsé, dont l'amertume finit par chasser les derniers vestiges de sommeil, et s'installa devant son ordinateur portable.
L'écran éclairait son visage d'une lumière bleue froide, se reflétant dans ses yeux concentrés. Devant lui s'étendait une liste d'anciens contacts, noms, numéros, partenaires commerciaux, amis, ou peut-être plus. Les relations étaient déterminantes dans son milieu, et il savait que parmi elles se trouvait ce qui l'aiderait à prendre un nouveau départ. Lucas parcourut les noms, sélectionnant ceux en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Pas de simples connaissances, mais des personnes éprouvées qui savaient tenir parole. Quelques secondes de réflexion, et ses doigts tapotèrent avec assurance sur le clavier. Les premiers messages furent envoyés suivis d'appels. « Salut mon pote, ça fait un bail », un de ses anciens clients, propriétaire d'une grande entreprise de construction, s'exclama « Voilà quelque chose d'intéressant pour vous, de nouveaux quartiers et des maisons de standing. Venez voir par vous-même », et Lucas sourit. Les personnes expérimentées comprenaient sans un mot ce qu'il recherchait. Quelques minutes plus tard, un autre contact l'appela, un agent immobilier de renom, un homme qui connaissait la ville comme sa poche. « Lucas, vous ne cherchez pas seulement une maison, n'est-ce pas? Vous cherchez un endroit qui vous appartienne vraiment. » Il connaissait un endroit de ce genre, il vous plairait. Le ton assuré de son interlocuteur confirma à Lucas qu'il était sur la bonne voie. Le soir même, il avait plusieurs options. Quelques jours plus tard, Lucas sillonnait déjà la ville en voiture, visitant des maisons potentielles. Il ne se précipitait pas pour faire son choix, il voulait plus qu'un simple logement, il voulait se sentir vraiment chez lui. Chaque maison qu'il visitait avait son charme, des salons spacieux, des cuisines modernes, une décoration élégante, mais la plupart manquaient de quelque chose. Elles manquaient cruellement de caractère, étaient trop impersonnelles, comme des photos de catalogue. Lucas cherchait autre chose, une maison qui non seulement paraisse luxueuse, mais qui ait du cachet, un endroit où l'on puisse vraiment vivre, et pas seulement dormir, sans immenses baies vitrées panoramiques permettant à tous d'observer l'intérieur. Sans un design sophistiqué exigeant un entretien constant, il lui fallait quelque chose de solide, de fiable, d'authentique. Et alors qu'il commençait à s'impatienter, l'agent immobilier l'emmena visiter une maison qui attira immédiatement son attention, rien de superflu. Un bâtiment en briques de 2 étages avec une porte massive, des murs robustes et une décoration un peu brute. À l'intérieur, un mélange de bois, de pierre et de métal. D'au plafond, un intérieur à la fois chaleureux et sobre. Un salon spacieux avec un imposant canapé en cuir, une cuisine bien équipée où l'on pouvait préparer un steak et se servir un whisky sans craindre de tout gâcher. Dans le bureau, un bureau en bois témoin de nombreuses décisions importantes, Lucas caressa la rampe de l'escalier, attentif à ses sensations, le calme régnait ici. C'était l'endroit idéal pour un nouveau départ. « On y va ?» demanda l'agent en souriant, remarquant l'hésitation de Lucas dans le rôle. Il acquiesça. On y va le soir même, il retrouva Nick dans un bar pour lui annoncer la nouvelle. « Sérieusement, tu ne te contentes pas de déménager, tu achètes déjà la maison de tes rêves ?» Nick sourit en faisant tourner sa bouteille de bière. « Et pourquoi pas ? Je ne compte pas rester dans ma vieille ville à regarder le passé me rattraper, » répondit Lucas en faisant nonchalamment tourner son whisky dans son verre. « J'ai de l'argent, un travail que je peux faire de n'importe où. Je veux prendre un nouveau départ complètement. Eh bien, tu ne vas pas le contester. Te voilà libre à l'état pur. » Nick leva respectueusement la bouteille. « Pour ce nouveau chapitre de ta vie. » « D'accord, » dit Lucas en prenant une gorgée. Une semaine plus tard, Lucas se tenait sur le seuil de sa nouvelle maison. Il ne se précipita pas à l'intérieur, mais s'arrêta un instant, respirant l'air frais et réalisant qu'à partir de ce moment, tout serait différent. À l'intérieur, il découvrit un espace simple mais chaleureux, un vaste salon avec un imposant canapé en cuir, un bureau à la fois sobre et confortable, une cuisine sans fioritures mais bien équipée, avec des placards en bois pratiques et un plan de travail en pierre. La hauteur sous plafond donnait une impression d'espace, tandis que de grandes fenêtres, discrètes mais efficaces, inondaient les pièces de lumière naturelle sans transformer la maison en aquarium. Lucas passa lentement la main sur la surface lisse de la table, appréciant la fraîcheur du bois. L'odeur de la rénovation fraîche flottait encore dans l'air, mais il sentait déjà que les lieux s'étaient imprégnés de sa personnalité, l'arôme du café le matin, la douce lueur d'une lampe de bureau le soir, les bruits de la vie quotidienne. Assis dans son bureau, Lucas était absorbé par ses tâches routinières. Seul le léger tic-tac des horloges murales et le cliquetis discret de ses doigts sur le clavier rompaient le silence. Il faisait défiler les nouvelles demandes d'installation de systèmes de sécurité, les examinant une à une. Le travail n'était pas au point mort, le monde changeait, les technologies progressaient et les personnes fortunées continuaient de chercher des moyens de se protéger, de protéger leurs familles et leurs biens. Lucas le savait bien, lorsqu'un client a les moyens,
Il ne se contente pas d'un système d'alarme et de quelques caméras en façade. Il veut être rassuré. Une sécurité qui lui permette de dormir sur ses deux oreilles, sachant que sa maison est une véritable forteresse. Les demandes ordinaires intéressaient rarement Lucas. La plupart des clients optaient pour des solutions standards, caméras de surveillance, détecteurs de mouvement, serrures connectées, mais une demande se démarquait des autres, un grand manoir dans un quartier huppé, couverture intégrale du territoire. Équipement haut de gamme, intégration avec une société de sécurité privée, système de contrôle d'accès avancé. La demande était sérieuse et, à en juger par les détails, le client ne voulait pas seulement de la protection, mais une solution globale qui transformerait sa maison en une véritable forteresse. La demande provenait d'un certain général William Harrington. Lucas plissa les yeux, parcourant les informations. Ce nom lui semblait familier, même s'il ne parvenait pas à se souvenir où il l'avait déjà entendu. Général. De toute évidence, il ne s'agissait pas de quelqu'un qui craignait les cambrioleurs ou les voleurs occasionnels. Une telle personne est habituée à la discipline, aux solutions planifiées et comprend sans aucun doute l'importance de la sécurité. Intéressant, pensa Lucas en se penchant en arrière sur sa chaise. Il composa le numéro indiqué et une voix se fit entendre à l'autre bout du fil. « Arrive demain à 10h. » « Connaît-il l'adresse ? » « Maintenant oui, répondit Lucas en notant les coordonnées. Le lendemain, Lucas s'arrêta devant d'imposantes grilles en fer forgé. Les grilles se dressaient devant lui, puissantes, massives, mais s'ouvraient et se fermaient avec une précision absolue. Il composa le code qui lui avait été envoyé à l'avance et un instant plus tard, le mécanisme s'anima silencieusement. Les grilles métalliques s'ouvrirent sans bruit, comme si elles étaient lubrifiées quotidiennement. Une fois l'entrée franchie, il découvrit un monde d'ordre et de luxe impeccable. Un manoir d'un blanc immaculé, orné de colonnes, se dressait devant lui, semblant tout droit sorti d'un magazine d'architecture prestigieux. Chaque détail de la façade témoignait de son coût et de son goût raffiné, des buissons parfaitement taillés à sa base aux lourdes portes en fer forgé aux imposantes poignées en bronze. De part et d'autre de l'allée d'entrée s'étendait un jardin impeccablement entretenu, avec des pelouses tondues à la perfection, des statues et des arbres soigneusement taillés. L'air était embaumé d'un léger parfum d'herbes fraîchement coupées et de fleurs. Plusieurs voitures de luxe étaient garées devant la demeure, rutilantes, sans la moindre poussière. C'étaient les voitures de gens habitués à un train de vie fastueux. Lucas coupa le moteur, sortit de la voiture et prit un instant pour observer les lieux. Ici, tout reflétait le statut exceptionnel du propriétaire. Chaque pavé de l'allée, chaque courbe des lampes en fer forgé des grilles, tout était d'une perfection absolue, sans le moindre compromis. Ici, le moindre accident était permis. Il n'avait pas fait quelques pas que l'imposante porte de la demeure s'ouvrit brusquement. Une jeune femme sortit de la maison, d'un pas rapide et assuré, comme si elle partait au combat. Grande et élancée, elle se déplaçait avec une grâce légère, caractéristique des personnes sûres d'elle. De longs cheveux châtains ondulaient doucement sur ses épaules, captant le vent et scintillant au soleil. Sa peau était lisse, légèrement dorée, soulignant sa beauté naturelle, mais son visage semblait avoir été créé pour captiver. Des pommettes hautes, un nez légèrement retroussé, des lèvres pleines désormais serrées, trahissant son irritation. Mais ce qui frappait le plus le regard, c'étaient ses yeux d'un vert profond et lumineux, où brûlait une flamme comme un feu attisé par le vent. Elle était en colère, et cela la rendait encore plus attirante. Un chemisier bleu foncé soulignait les courbes de sa silhouette, le tissu fin suggérant la douceur sans pour autant adoucir son allure assurée. Un pantalon étroit épousait parfaitement ses hanches, accentuant chaque courbe de son corps, et de fins talons ajoutaient encore plus d'expressivité à sa démarche. Elle marchait d'un pas rapide, comme si elle allait dénoncer Lucas ou lui jeter quelque chose de lourd, voire les deux à la fois. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, croisa les bras sur sa poitrine, un geste qui accentuait la courbe de sa taille. Son regard le transperça. « Écoute » lança-t-elle sèchement, sans même lui laisser le temps d'ouvrir la bouche. Sa voix était tranchante, furieuse, et ses yeux verts brillaient d'une indignation sincère. « Si mon père croit pouvoir installer des caméras de surveillance dans chaque pièce, il se trompe lourdement. C'est une atteinte à la vie privée. » Elle se planta devant lui, les mains fermement ancrées sur les hanches, tendues, prête à défendre sa position à tout prix. Même le léger rougissement qui colorait ses joues trahissait les émotions qui bouillonnaient en elle. Lucas l'observa en silence, lui laissant le temps de parler. Il voyait devant lui non seulement une femme en colère, mais aussi une personne habituée à maîtriser les situations, à se battre pour son espace. Son assurance était innée, tout comme ce regard provocateur qui signifiait clairement « n'essaie même pas de discuter avec moi », mais il comptait bien le faire.
Lucas haussa un sourcil et croisa les bras. Enchanté, dit-il calmement, mais avec une pointe de moquerie, observant son regard se crisper, comme si elle l'évaluait à nouveau. Lucas Brady, spécialiste des systèmes de sécurité, ajouta-t-il. Au fait, je n'ai pas été engagé pour vous surveiller. Je suis là parce que votre père veut protéger cette maison. Bien sûr, souffla-t-elle en croisant les bras. Et les caméras dans ma chambre, c'est aussi pour la sécurité, n'est-ce pas? Des caméras dans votre chambre? Demanda-t-il en inclinant la tête, sans dissimuler son sourire. Je m'occupe de protection contre les menaces, pas de production de télé-réalité. J'aurais pu faire demi-tour et partir. Mais j'aime bien voir les gens tirer des conclusions hâtives. Elle le dévisagea, l'examinant attentivement, cherchant à lire dans ses pensées, à scruter son esprit du regard, à déceler la moindre trace de mensonge. Ses yeux verts étincelèrent et ses lèvres se pincèrent légèrement, un geste classique de quelqu'un qui a l'habitude de garder le contrôle. « Tu es trop arrogant », dit-elle en croisant les bras. Lucas ne laissa paraître aucune surprise. Au contraire, ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Tu es trop méfiante », rétorqua-t-il calmement, en soutenant son regard. Pendant un instant, ils se fixèrent du regard, comme engagés dans une lutte silencieuse. Aucun des deux n'osait détourner le regard le premier, aucun n'était prêt à céder. La tension entre eux était palpable, dense, tangible, mais loin d'être hostile, c'était autre chose. Lucas le sentit dans ses yeux l'étincelle qui jaillit un instant avant qu'elle ne puisse la dissimuler, mais il le remarqua, et il sembla qu'elle le ressentait aussi. Au coin de ses lèvres, un sourire à peine perceptible apparut, minuscule, presque imperceptible mais sincère. Elle ne céda pas, mais ne semblait plus prête à le mettre à la porte simplement parce qu'il était là. « Très bien, monsieur Brady », finit-elle par dire en inclinant légèrement la tête. Sa voix s'adoucit, mais un avertissement y résonnait encore. « Voyons ce que vous avez à offrir. » Elle recula d'un pas, puis avant de se retourner ajouta doucement baissant la voix, « Mais si je trouve ne serait-ce qu'une seule caméra cachée dans ma salle de bain, filez d'ici au plus vite. » Lucas sourit, sentant que cette mission serait bien plus intéressante qu'il ne l'avait imaginé. Debout devant l'autel, il ajustait les poignets de sa veste de smoking. Le tissu fin lui allait à merveille, soulignant sa silhouette, mais il y prêtait à peine attention. À cet instant, vêtements, musique, voix, tout s'estompait. Autour de lui scintillait une salle resplendissante, emplie de lumière et de rire. Des centaines d'invités en tenue élégante brillaient sous la lueur du lustre. De somptueuses compositions de lys blanc et de rose embaumaient l'espace, mêlant leurs effluves raffinés à de délicates notes de champagne. L'air était imprégné d'un sentiment de fête, d'un moment inoubliable. L'orchestre jouait une douce mélodie, dont les sons se diffusaient délicatement dans la salle, se reflétant sur les coupes de champagne. Les tables, croulant sous une cuisine exquise, luisaient sous la douce lueur des bougies, diffusant une chaude lueur dorée. On souriait, on chuchotait, certains essuyaient discrètement des larmes de joie, mais Lucas restait impassible. Il ne voyait qu'une seule chose, elle. Sabrina Harrington, devenue presque Sabrina Brady, s'avançait lentement vers lui dans le couloir. Sa robe de dentelle délicate scintillait sous la lueur du lustre, ondulant sur le sol comme une douce vague, telle l'écume du rivage, l'enveloppant tendrement. La dentelle finement travaillée recouvrait ses épaules, épousant les courbes de son corps, et la longue traîne la suivait avec légèreté, effleurant à peine le sol, comme tissée de clair de lune. Chacun de ses pas était semblable au souffle léger du vent emportant les premiers pétales des fleurs printanières, gracieux, assuré et pourtant subtilement mystérieux. La lueur dorée des bougies et des lustres se reflétait dans ses cheveux, soigneusement coiffés, quelques mèches encadrant son visage comme si un artiste avait laissé quelques coups de pinceau naturels sur un portrait. Autour de son cou scintillait une fine chaîne ornée d'un minuscule pendentif, celui-là même qu'il lui avait offert jadis, lors d'une de ces douces nuits d'été où ils riaient et flânaient ensemble sur le rivage. Elle tenait entre ses mains un bouquet de pivoines blanches et de roses délicates, dont les pétales, semblables à du velours, faisaient écho à la douceur de sa peau légèrement rosée. Ses yeux brillants, profonds, perçants, étaient emplis de cette même flamme intense qu'il y avait vue pour la première fois. Puis elle se tenait à l'entrée de sa maison, un couteau à la main, le serrant fermement de ses doigts fins mais forts, prête à se battre si nécessaire. Elle le voyait alors comme un espion, un autre émissaire de son père qui, comme tous les autres, avait fini par contrôler sa vie. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé à l'époque, un regard brûlant, résolu, empli d'un mépris indéniable. Il sourit, se souvenant de ce moment. Le diable, il le savait déjà. Il savait que cette femme deviendrait bien plus qu'une simple rencontre ou un obstacle de plus. Elle était le feu, la tempête, ce tourbillon qui avait déferlé sur sa vie, bouleversant tout.
et la voilà qui s'approchait de lui, non pas armée, mais avec une douceur dissimulée au coin de ses lèvres, une promesse silencieuse dans le regard. La musique semblait ténue, des accords doux se mêlant au souffle des invités, mais à cet instant, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour lui, elle. Dans la foule, des rires fusèrent, des murmures s'élevèrent, une larme d'admiration retint une autre. Soudain, derrière lui, Lucas entendit une voix familière. « Alors, où suis-je censé essuyer mes larmes ?» Il se retourna et vit Nick. Son vieil ami se tenait là, vêtu d'un costume impeccable, avec ce même sourire que Lucas connaissait depuis des années. Un verre de whisky oscillait doucement dans sa main, et ses yeux rayonnaient d'un plaisir non dissimulé. « Tu ne pensais pas que tu y arriverais ?» demanda Lucas en serrant la main de son ami. « Disons que c'était une agréable surprise, sourit Nick. En fait, je suis venu voir le résultat. » Le résultat, Nick sourit et porta son verre à ses lèvres. « Tu pensais avoir décroché cette mission, avec le même général, oui Lucas, je t'avais dit que j'avais des relations utiles, j'ai juste légèrement poussé le destin. » Lucas resta immobile, assimilant ce qu'il venait d'entendre, puis éclata soudain de rire. « Tu veux dire que tout était arrangé ? » Non, non, qu'est-ce que tu veux dire ? Nick prit un air innocent. « J'ai juste un peu accéléré l'inévitable, et disons que je savais que vous deviez vous rencontrer. Sabrina têtue, indépendante, avec du caractère, et toi en particulier, tu avais besoin de quelqu'un comme elle pour t'aider à tourner la page. » Lucas hocha la tête, toujours sceptique mais souriant. « Toi, ta mère, petite Mali. » « Je sais, » répondit Nick d'un ton plutôt indifférent, un verre à la main. « Alors, tu es prête ?» Lucas regarda de nouveau Sabrina. Elle était presque à ses côtés, et à cet instant, le temps sembla se figer. Sa robe de dentelle délicate ondulait doucement à chaque pas, formant une vague de plis fins, comme tissée de brume matinale et de soleil. Dans ses yeux brillait une certitude absolue, celle-là même qui l'avait captivé dès leur première rencontre. Ses lèvres esquissaient un sourire à peine perceptible mais chaleureux, ni forcé, ni timide, mais onsentique, empli de quelque chose de plus profond que la simple joie. Derrière elle, sa famille marchait d'un pas tranquille. Son père grand, majestueux, avec quelques mèches grises dans ses cheveux noirs, regardait sa fille avec une fierté palpable dans chacun de ses mouvements, dans chacun de ses souffles. Ses yeux brillaient comme s'il retenait trop d'émotions, refusant de se détendre en un moment si important. Sa sœur, élégante et reflet presque parfait de Sabrina, lissait l'ourlet de sa robe avec une douce attention, repassant soigneusement chaque pli pour qu'il tombe impeccablement. Lucas prit une profonde inspiration. Le tumulte qui l'agitait se transforma soudain en quelque chose de tout à fait différent, une chaleur réconfortante, une certitude absolue, comme si l'univers lui murmurait « Tout est parfait ». Il le sentait au plus profond de lui-même, dans chaque pensée, à chaque battement de son cœur. Il hocha la tête. Près, au loin, une marche nuptiale se fit entendre. Des accords majestueux emplissaient l'air, mêlés au bruissement des étoffes, au murmure de la foule et aux soupirs discrets des proches. Sabrina s'approcha. Ses pas étaient lents mais assurés, comme si elle marchait non seulement vers lui, mais aussi vers une nouvelle vie, vers un destin désormais inextricablement lié au sien. Et là, ses doigts légers, chauds, frémissant d'une excitation presque imperceptible, effleurèrent sa main. Lucas serra sa main fermement, savourant chaque contact comme un trésor. À cet instant, il comprit, oui, il avait tout fait comme il fallait. Toutes les décisions, tous les doutes, toutes les épreuves traversées les avaient menés jusqu'ici. La vie ne faisait que commencer.